Typer la cellule, typer la cellule. Typer la cellule, typer la cellule. Ouais. Typer la cellule, typer la cellule. Typer la cellule, typer la cellule. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui avec Valentin T. Bonjour. La pêche, ça va? C'est toi Très, qui très nous bien. ramène ce petit sujet de podcast dans la Bah oui, besace. c'est un petit sujet de garage. Un petit pico crash test, pico jeu, pico Oui, crash il y a test. plein de petits concepts qui ont fait une galaxie de concepts. Et en préparation de ce podcast, tu as fait jouer ces gens là, ce Vivien Féasson qui est là à côté de moi, Hello. ce Antoine Morgenthaler là qui est là. Bonsoir. Et ce Fabien Ilvan Salut. qui est là aussi. Alors rapidement pour vous présenter, Vivien Féasson c'est l'auteur de Perdu sous la pluie, de Libreté. Antoine Morgenthaler c'est l'auteur d'un essai super sur le jeu de rôle et sur comment ça s'appelle, essai sur le jeu de rôle tout simplement d'ailleurs. Et Fabien Ilvan c'est Qu'on ne l'auteur de présente plus. Sphinx, c'est voilà le créateur de La Saveur du ciel, l'auteur de Monostatos. Et enfin Valentin T qui est donc l'un des membres fondateurs, l'un des membres actifs des courants alternatifs qu'il était venu nous présenter lors d'une saison dernière. Valentin, c'est parti. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Alors, donc Pour ce garage. Oui. Ça fait plaisir de vous offrir un garage comme ça dès le début de la Ouais. saison. L'idée, en fait, c'est de réfléchir sur une méthodologie de game design, c'est-à-dire essayer de proposer une possibilité pour créer des jeux de manière efficace, si possible, assez simple, pas trop complexe, et aussi de savoir où est-ce qu'on va. Donc, quelle direction on se lance. Et ça, c'est fait pour les premiers pas du game design. Quand on a une idée de jeu, une envie, ou quand on veut expérimenter des choses, Ouais. où est-ce qu'on commence? C'est quoi la première étape? Et moi, ce que j'ai envie de vous proposer, ce dont j'ai envie de parler, c'est d'une possibilité, d'une manière de faire. Il y en a plein d'autres. C'est une possibilité que j'ai expérimentée, dont on a un petit peu discuté, dont on a pas mal de retours aussi, D'accord. avec certains jeux, soit en phase de publication ou bientôt publiés, Mhm. et puis aussi beaucoup de jeux qui sont pas nécessairement publiés dans le commerce, mais en tout cas qui sont beaucoup joués régulièrement. Donc j'aimerais en fait faire un petit retour d'expérience. Vous proposer, ça va être un podcast, je pense, assez informel. Il n'y a pas des gros concepts théoriques qui tâchent, mais plutôt des méthodes et une façon de penser. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. D'accord, ouais. Valentin s'hydrate le gosier de façon à être prêt pour la suite. Alors, le principe de base, c'est de se demander par où est-ce qu'on commence quand on crée un jeu de rôle. Oui. D'ailleurs, je vous prends à partie. Ouais. Bam, directement, Romaric, tiens, toi, quand tu commences à créer un jeu, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le processus Je crois au- que c'est. au début, Alors, quoi. j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que c'est vraiment un mystère. Bon, d'abord, je crois que c'est pas une très très bonne question parce que tu sais, c'est un peu la question de l'œuf ou la poule en fait. C'est voilà. Alors moi, Mais je te parle mais je vois du bien, non, mais processus, quoi. T'inquiète, je vais pas botter en touche, mais déjà, je me suis posé cette question plein de fois. Je me suis dit par où ça commence. J'ai l'impression que ça commence par la vue de quelque chose, l'observation d'un truc, faire l'expérience de quelque chose et de se dire oh, j'aimerais tellement faire un jeu là-dessus. Par exemple, tu vois, mon prochain jeu, c'est sur les nuages. C'est en regardant, en contemplant les nuages, en voyant la complexité de ces formes, je me suis dit, ce serait tellement génial un jeu dans lequel on explore les nuages, on fait un jeu dans le ciel, etc., etc. Et l'intuition est née de là. Dans Sens, c'est une conférence où j'entends une dame qui dit c'était une aveugle en l'occurrence qui parlait de sa conception du monde et puis je me suis dit mais putain sa conception elle est tellement géniale, j'aimerais bien l'expérimenter et faire un jeu autour de ça où on a amené à ça. Donc il y a toujours quelque chose auquel j'assiste, quelque chose que je vois, quelque chose dont je fais l'expérience qui me donne envie ensuite de partager cette expérience ou de retransmettre mon intuition mystique à ce moment-là. Alors ma question souvent c'est et juste après. Et du coup, Et juste après, j'oublie. D'abord, il y a toute une espèce de phase, une espèce de creux où j'oublie que j'ai pensé à ça. Et puis à un moment donné, je vais voir un système de jeu. Puis je vais me dire, oh mais il est génial ce système et tout. Je vois un truc, je sais pas, une astuce dans un jeu. Par exemple, chez Ben Lehman récemment, oui c'est Ben Lehman, GJ 237B1. ouais. Et Aura Bell. Voilà. Donc du coup, j'ai vu ce truc, je me suis dit, ah c'est cool là, le truc de créer du sacré en disant aux joueurs, surtout vous ne devez en aucun cas ouvrir. Alors on avait dit dans le podcast que bon, une porte c'est un peu chiant parce qu'on va pas condamner une pièce à sa maison, mais que ça serait cool avec une boîte qu'on pose toujours sur la table et non. Bref. Et que, par exemple, ça pourrait être un système de résolution, une transgression d'ouvrir la boîte, et puis ça serait une manière de réussir automatiquement un truc ou je ne sais quoi. Enfin, on avait proposé des choses comme ça. Et du coup, je me dis, ah, mais c'est vrai, j'avais pensé aux nuages la dernière fois. Et du coup, je fais une espèce d'association, je me dis, tiens, et si j'utilisais
le système des échecs pour faire un jeu manichéen, par exemple. Tu vois, puis pouf, il y a 2 trucs qui se clipsent. Je sais que t'aimes beaucoup ce mot, clipse. J'adore. Et donc, du coup, là. C'est très Lego. Voilà, ça commence comme ça. Et puis, j'ai la sensation que c'est un peu tout comme ça, en fait. Il y a des trucs qui viennent s'agglutiner, faire. Voilà. C'est ce que. Ouais, c'est ça. Je sais pas, Vivien, si toi, tu as une manière, en fait, en pratique, tu vois, comment ça commence la création du jeu, quoi. Je pense que, je vais pas botter en touche, mais Alors déjà il pleut. Ça Alors, déjà je prends perdu sous la pluie. Ensuite, non, mais oui, ça vient aussi pareil, quoi. C'est des espèces de bons cognitifs, en fait. Le seul truc que je pourrais ajouter, c'est comment ça se développe ensuite, mais je sais pas si c'est pas peut-être un peu tôt dans le podcast. C'est pour dire que moi ensuite je fais une première version des règles, elle me va pas. Enfin, j'écris un début de règles et puis je m'arrête là. Et puis je vais réécrire les règles, je vais les réécrire. Et souvent en fait, quasiment le premier playtest, c'est souvent un truc qui a déjà été crash testé dans ma tête un paquet de fois, quoi. D'accord. Un truc qui vient aussi rapidement, c'est le titre, je trouve. Assez rapidement, je sais pas pourquoi le titre du jeu arrive assez vite. Moi, c'est le premier truc que je fais. Ouais. Mais parce que je suis d'accord. mais pour parce pour en parler, ne serait-ce que ça, tu vois. mais parce que je sais aussi que Dieu m'a donné un truc que je sais bien faire en jeu de rôle et sur lequel je n'ai aucune difficulté, c'est trouver des titres super classe. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai en plus. Pour ça, ouais. J'ai vraiment un talent pour trouver et même je vais te dire, on a trouvé un titre pour le court-métrage d'un copain il y a pas longtemps. Enfin, tu vois, j'arrive. Fournisseur officiel de titres. Voilà, c'est ça. Je sais faire qu'un seul truc, mais au moins je sais le faire. Après le print on demand, le titre on demand, Fabien Ilvain, voilà, vous propose ses services. Tu vois, c'est marrant parce que le dernier truc que j'ai fait pour mon dernier jeu, c'est lui donner un titre. C'est le dernier truc que t'as fait, toi. Ouais, c'est le dernier truc. Ouais. Moi, c'est vachement important pour pouvoir le saisir, m'en saisir. Moi, j'ai un nom temporaire en général. Oui, il y a un nom de projet. Ouais, il y a beaucoup de ça. Ouais. Et en tant que spécialiste de titres, tes noms de projet sont pas fous. Valentin, si je vais me permettre, tu me défonces sur tout le reste de conception de jeu, mais sur les titres. Le choix du titre de monsieur n'est pas judicieux. Tu me soignes d'abord ce vilain nom de projet et ensuite tu te permets. Alors Fabien, toi, je sais pas. En fait, jusque-là, j'écrivais énormément sur l'ordinateur et ça sortait jamais. Et maintenant, j'ai une idée de jeu, je vais voir Valentin et ça sort. C'est vrai. Donc du coup, tu utilises la méthode Valentin qui va nous présenter là pour faire tes jeux. Ah bah écoute, en 3 ans, j'ai pas sorti de jeu et puis en 2, alors c'est un peu plus compliqué que ça en réalité, mais il y a un jeu Minuit pour toujours qu'on a sorti en une soirée, quoi, quasiment, tu vois. Grâce à des discussions avec Valentin. J'ai dit à Valentin et puis à un de ses amis, Lucas, je dis ben voilà quelle est mon idée, comment on fait, puis on en a discuté, et avec tout un travail, on a sorti ça. Le précédent, excuse-moi, l'autre jeu, Jardin des Esprits, c'est vrai que c'est un peu tombé du ciel. C'est-à-dire que je lisais un bouquin et je me dis, tiens, ça c'est une situation, ce serait assez cool d'en faire un jeu. Et puis ça s'est vraiment agrégé tout seul d'une manière que je ne m'explique pas, tu vois, qui est un peu magique. C'était en avril dernier. Et puis d'un seul coup, je me suis dit oui, tiens, il y a, je sais que depuis longtemps il y a le memory qui me branche. Je sais que depuis longtemps il y a tout un tas de trucs qui se sont cristallisés, quoi, d'un seul coup. Et c'est très angoissant comme phénomène. J'en parlerai quand on fera le podcast sur Jardin des Esprits, parce que je sais pas du tout le saisir, tu vois, je sais pas comment faire pour provoquer ça. Alors je suis très content du résultat, mais c'est très angoissant parce que je dis il peut se passer 10 ans avant que j'arrive à faire la même chose, tu vois. Ça c'est vrai que j'ai pas parlé de ça tout à l'heure, Valentin, quand tu m'as interrogé. C'est exactement la sensation que j'ai pour le Val, par exemple. Le Val, c'est un jeu, pouf, il est sorti du premier. J'ai vu un symbole, le symbole de la cartomancie là, avec la figure au milieu et je sais plus ce qu'il y a autour vaguement. Enfin bref, ça forme la croix caractéristique de l'accompli dans le Val. Et le jeu il était fini quasiment quoi. J'en ai valement parlé, j'ai fait quelques playtests avec 2-3 personnes qui m'ont d'ailleurs aidé, souvent, qui apportaient leur grain de sel, qui disaient tiens mais si on changeait cette règle là. Mais c'est clair que même tu vois, Jardin des Esprits, on a fait 2 parties avec Valentin et il a vraiment fait avancer le jeu. Mais ça sort complètement du chapeau le Val, le Val c'est pouf. Et toi Antoine, Ouais. Le seul truc que je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais, c'est mais du coup si jamais la méthode Valentin, c'est un peu la technique miracle, on peut avoir un Valentin chez soi, comment ça se passe Pas besoin, il suffit d'écouter le podcast et c'est pas une méthode miracle, je précise tout de suite. Je suis le modeste. Non, d'ailleurs c'est une méthode aussi qui permet éventuellement de faire
plus quelque part que ce que vous faisiez déjà, quoi. C'est-à-dire que si tu as une intuition, en fait, tu peux aussi la concrétiser en passant par tout un tas un processus que je vais expliquer. Ah, ok. Antoine, toi, quand tu crées des jeux, parce que je sais que tu es en train de réfléchir à un projet, donc Oui, tu es en plein dedans là. j'ai plusieurs projets en cours, j'ai plein de mécaniques, plein de choses, plein d'éléments, mais que je vais essayer le plus tôt possible de concrétiser en des vrais jeux ça complets. a commencé comment Ça me parle beaucoup l'idée du clipsage comme ça. Il y a toujours une espèce des fusions partielles ou totales qui se font entre des idées de mécanique et des idées de thème ou des idées de pas forcément de propos au sens parfois si mais pas toujours. Moi je passe beaucoup par les mécaniques, c'est ce que j'explore le plus dans mes réflexions en général. De résolution, c'est ça le système de mécanique de système de jeu aussi, vraiment les deux jeux à ce niveau-là. Et c'est pour ça aussi moi que les Pico Games dans l'idée m'intéressait beaucoup, c'est que moi je pense que ce dont j'ai besoin en ce moment c'est typiquement ça, c'est de faire du playtest vraiment rapide et répété de plein de choses pour faire le tri dans tout ce que j'ai comme possibilité et avancer ensuite. Donc là, en fait, Antoine vient de finir le podcast parce qu'il a en fait résumé le principe général qu'on va détailler. Ah ouais ouais. Sérieux ? Alors, Alors en fait, tu as utilisé le mot Pico Games, il faut juste détailler ça. Bon, c'est un peu une blague à la base, parce qu'il y a des nano games qui sortent en jeu de rôle. Souvent, c'est des jeux en une page, voire un peu moins. Nanomètre, c'est très très petit. Oui. Et picomètre, c'est 1000 fois moins qu'un nanomètre. Donc un Pico Games, c'est un jeu qui est vraiment tout petit. Ce sont des unités de mesure. Voilà, donc il y en a, on en publiera avec le podcast parce que c'est quelques lignes en fait. Voilà. Il y en a énormément. Dans les commentaires, proposez vos Pico Games. Voilà, vous pouvez d'ailleurs, je vous invite, à le faire. Chaque commentaire est un Pico Games. C'est bien ça. Ça peut être super. Le mec qui vient de troller en disant Mike qui comprend rien, de toute façon, D'ailleurs, Vampire c'est sorti en 1983. Concours de Pico Games dans les commentaires. Alors des concours de Pico Games d'ailleurs c'est très intéressant aussi. D'ailleurs tu parles des trolls, mais les Pico Games peuvent être des trolls, ils peuvent être autre chose. On va en parler juste après. Quel est le principe général ? En fait, c'est de se dire que on peut passer beaucoup de temps à créer un jeu, notamment au début, et passer beaucoup de temps à perdre du temps, à écrire des règles, réécrire des règles, t'en parlais Vivien, ou commencer à concevoir un ensemble de systèmes, réfléchir longtemps, le tester, voir que ça marche pas. On peut passer beaucoup de temps à tester. Pas à tester, justement à écrire, à réfléchir, et parfois on va moi j'ai eu l'expérience avec pas mal de créateurs de jeux en fait qui testent au bout de 1 mois, 2 mois de réflexion, ce qui peut sembler être finalement normal, court, et ce que je propose ici en fait, ce que je suggère, c'est de tester très très vite, mais vraiment extrêmement vite, et de tester des choses qui sont vraiment minimalistes. Donc en fait l'idée, le Pico Games c'est un jeu en quelques lignes. On peut faire aussi des nano games, ou en tout cas des jeux qui ne demandent que très peu de temps d'investissement. C'est-à-dire on peut les rédiger très très vite. Et l'idée c'est de rédiger le squelette le plus élémentaire du jeu en fait. De commencer par ce qui est le plus fondamental dans le jeu, à savoir ce que font les joueurs en pratique pendant la partie à la minute. Par exemple, un système dans lequel au bout jusqu'à la fin de la partie, il se passe un truc très particulier. Bon, c'est pas la chose à laquelle on va réfléchir en premier. On va commencer par se demander qu'est-ce qu'on fait vraiment en pratique là tout de suite quand on joue. Voilà. C'est ce qu'on commence à game designer. Donc tu voulais intervenir ? Oui, je pense que c'est juste important de préciser que ça c'est vraiment la façon que tu suggères d'utiliser les Pico Games. Comme tu le disais, il y a des Pico Games. Le Pico Games c'est un format, et toi tu proposes d'utiliser ce format comme une étape de playtest la plus courte possible. C'est vraiment le principe du prototype de l'impression, c'est de très tôt tester un élément souvent mécanique indépendamment de quoi que ce soit d'autre pour voir si lui tout seul en autonomie il se tient, s'il fonctionne. Et ensuite amener autre chose. Donc ça c'est une utilisation du Pico Games dans le cadre d'une méthode quoi. Par exemple, si jamais on peut faire par exemple des jeux qui se basent sur des mécaniques déjà connues dans d'autres jeux. Par exemple, on peut se dire comme Vivien, je vais faire un OSR basé sur l'univers de Perdu sous la pluie. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de tout ce que je vais raconter. Parce qu'en fait, on a déjà un mode de jeu qui existe et qui fonctionne, dont on sait comment il fonctionne. On peut se dire aussi, je vais faire un jeu de rôle classique dans lequel il y aura un scénario, un meneur de jeu, et je vais faire des trucs en plus
parce que ce format-là en fait m'intéresse. Donc là, il n'y a pas non plus besoin de cette méthode de création. Ce qui se passe par contre, c'est que quand on fait un jeu classique avec un meneur de jeu, un scénario, ou quand on fait de l'OSR, ou quand on fait un jeu de rôle sans MJ à responsabilité complètement partagée équitablement, en fait, ce sont des dispositifs dont on connaît déjà finalement un petit peu les conséquences en termes de game design, de gameplay, pardon, en termes de dynamique autour de la partie. D'accord. Donc en fait, c'est quand on a envie d'explorer éventuellement quelque chose d'autre, d'être dans une forme d'expérimentation. Donc voilà, quand il y a une forme de mécanique, une forme de jeu de rôle qui fait déjà ce qu'on a envie de faire, on n'a pas besoin nécessairement de passer par ce processus. Ça marche. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est vraiment une méthode pour dégrossir un travail dont, par ailleurs, on n'a jamais playtesté un mode de présentation. C'est-à-dire, parce que, quelque part, si je dis, bon, bah voilà, on va faire du Donjons et Dragons dans l'univers, finalement. Oui, c'est bon, t'as déjà ton jeu, quoi, quelque part. Okay. T'as pas déjà ton jeu, mais. Non, sans mais en tout cas, parler de Donjons et Dragons, il y a des tas de dispositifs qui sont déjà bien connus, caractéristiques plus compétences, ou même ne serait-ce que score plus 1 dé contre une difficulté. Tout à fait. Ce qui n'empêche pas en fait de passer par la phase de crash test quand même, parce que y a quand même des éléments qui, par exemple, l'interaction entre un univers de jeu et un type de gameplay peut ne pas marcher du tout. Alors qu'est-ce que tu appelles le crash test d'ailleurs? Parce que c'est le titre du podcast, mais tu veux peut-être y revenir après. Je vais y arriver très très vite. Hein. D'accord, ok. Ça va être assez rapide. Donc en fait, je commence par cette idée que c'est intéressant de commencer avec des jeux très courts. Par exemple, travailler maximum 1 mois, admettons, enfin je sais pas, une échelle de temps minimaliste. Moi, j'aurais même tendance à dire une soirée de 3-4 heures, brainstormer avec des amis sur un objectif, quels sont les dispositifs qui permettraient de répondre à cet objectif, les dispositifs possibles. On discute, on essaye de voir et de délimiter un système minimaliste qui permette de commencer à explorer ce qu'on pense qui va permettre de répondre à cet objectif. Alors, par exemple, je vais prendre, si ça te va, l'exemple de Minu pour toujours. Avec plaisir. Donc en fait, l'idée, c'est Fabien qui vient avec une idée. Je peux un peu parler du jeu. Vas-y. Ouais. D'une société totalitaire dans laquelle la notion de vérité serait ambiguë et il y aurait une horreur liée à l'incertitude au sujet de la réalité. Bon, c'est une idée, d'ailleurs quand Fabien en a parlé, je lui ai dit waouh, c'est vachement ambitieux, j'ai absolument aucune idée de qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Bon bah on a proposé des idées. Ah tiens, on pourrait faire ça, on les a amendées, on a discuté, et puis on est arrivé au bout de 3 heures, je crois peut-être moins, 2 heures, à une idée de ah oui, ça peut être intéressant s'il y a un joueur, 3 MJ, plus un super MJ qui est le MJ des 3 MJ. Ça nous semblait intéressant et pertinent comme processus, mais on s'est dit ok, c'est expérimental, si ça se trouve ça va cracher, ça va être juste nul en fait. On sait pas. Mais en tout cas, on est arrivé à une idée qui nous semblait a priori intéressante. On s'est arrêté là, c'est-à-dire au bout de 2 heures, on arrête tout et on programme un playtest pour la semaine suivante ou la semaine d'après. Un crash test en fait, pour être très précis. Donc l'idée c'est que Fabien essaye de produire un truc, un embryon de système qui permette d'essayer de commencer à jouer. Ouais. Et à partir de là, on fait une partie et tant que on arrive à jouer, et ben on continue. Il y a des crash tests qui peuvent se terminer pendant l'explication de règles. C'est-à-dire, tu commences à expliquer les règles, puis les joueurs posent des questions. Ouais, mais attends, machin. Alors là, tu réponds aux questions, tu improvises des règles. Donc là, c'est un élément du crash test. C'est de compenser en direct, en fait. Ouais, et une phrase que je trouve intéressante chez Valentin, c'est de dire finalement, on compense en direct. Et à la fin de la partie, on regarde tous les moments où on a compensé, on a dû inventer au fur et à mesure. Et tous les moments où on a dû inventer et compenser à mesure, et ben, on en fait des règles. Et puis, on recommence. Donc voilà, donc on a ce premier crash. Donc, donc voilà, donc l'idée, si on arrive, on joue. Il faut que les joueurs soient totalement informés du fait que c'est un crash test. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas inviter ses amis pour faire une partie de jeu de rôle qui va être sympa. Ça, c'est parce que ça va pas être le cas. Il y a de bonnes chances que la partie soit OK. Si ça se trouve, elle va être pas mal et elle peut juste complètement cracher à un moment donné. Okay. Il m'est arrivé en fait d'inviter des gens et de leur dire voilà, c'est du crash test, probablement que ça va être complètement nul, d'expliquer les règles, d'avoir des questions, de répondre en improvisant, d'avoir d'autres questions et de répondre et de me dire ah mais attends, ça rentre en contradiction avec la règle d'avant. D'essayer de voir une solution. Il y a une troisième question qui me fait dire que ah oui non en fait ça marche pas.
Ah ouais, non, mais en fait, là c'est plus possible. Donc en fait, avant même la fin de l'explication de règles, ça peut cracher. D'accord. Et donc, il faut être bien conscient de ça. Ce qui n'est pas un problème, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'invites pas des amis pour jouer une partie de jeu de rôle. Tu invites des gens qui sont intéressés par le game design. C'est une des conditions, finalement, du crash test. Intéressés de près ou de loin, hein, pas forcément eux-mêmes game designers, mais des gens qui s'intéressent. Voilà. Quoi. Ah non, pas forcément experts du tout. Mais des gens que ça dérange pas de passer une soirée. Des gens qui ont joué à beaucoup de jeux et qui sont capables de décrire des mécanismes. Ouais, ou même. Pas nécessairement. En fait. Ouais. On avait, dans une des parties de Mini pour toujours, on avait quelqu'un qui n'avait jamais été MJ. Mathieu, il n'est pas particulièrement créateur de jeux, je crois. Un petit peu, si, je crois. D'accord, ok. Mais en fait, c'est pas nécessaire. Il faut simplement être OK avec le fait que la partie va probablement se cracher très rapidement. Ouais. Et être OK avec le fait que si ça arrive, on va discuter de comment est-ce que ça pourrait être mieux la prochaine fois. Comment on peut arriver à construire un jeu qui puisse être un peu mieux. D'accord. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est la condition du crash test. Voilà. Donc on commence comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a parfois des moments où on va tester quelque chose très vite et on va se rendre compte que waouh, c'est absolument génial. Et ça aurait pu partir dans des directions complètement contre-productives, mais vu qu'on a vu comment ça fonctionnait là, à ce moment-là, quelle était la dynamique, alors on voit bien dans quelle direction partir pour la suite du game design. Donc on continue à game designer après un premier crash, et on revient crash tester la semaine suivante, la semaine d'après, quand on a le temps, quand les gens sont libres, pour faire un processus comme ça, itératif, de crash test. Donc ça c'est le principe un peu général et puis je vais détailler en tout cas, pas mal de trucs. Sur le principe général, moi j'ai rien à ajouter à ta méthode au sens où c'est déjà ce que je fais. Tout ce que tu dis là, quand tu dis tu compenses, alors moi j'appelle pas ça compenser, j'appelle ça improviser des règles, mais parce que on compense quand les règles existent et qu'on oui, tout à fait, improviser des règles si tu veux. Oui. Là on n'est pas en train de compenser, on est en train de créer le jeu en fait. Alors oui, mais moi, un truc que j'ai compris, Rome, par rapport à ça, c'est que j'ai très longtemps pas du tout été dans cette méthode-là, parce que les gens avec lesquels je pouvais jouer, c'était souvent toi et Fred, et on se voyait une fois tous les 6 mois, tu vois. Donc je peux pas, quand j'arrive une fois tous les 6 mois, me dire tiens, je vais vous laisser un truc, puis on verra bien si ça tourne ou pas. Donc ce qu'il faut pas oublier dans ce que dit Valentin, c'est que derrière ça, il y a une institution, une structure organisationnelle qui est en l'occurrence la boîte à chimères, près de Gare du Nord. Alors je pense que c'est pas nécessaire d'avoir une structure organisationnelle. C'est-à-dire qu'une association de jeux de rôle, c'est très très efficace en fait quand il y a quelques créateurs de jeux pour mettre en place ce dispositif de création de jeux en fait. Ah, mais il faut avoir des gens qui sont... Une bande d'amis qui sont OK avec cette idée, voilà. Ça marche aussi. Après, tous nos amis ne sont pas intéressés par le game design de jeux de rôle. Exactement, donc il faut quand même avoir ça sous la main, quoi, tu vois. Après, il y a des moyens aussi d'aller sur Internet. Pour moi, c'est pas mon cas. Tous mes potes sont... Non, pas tous. On peut se dire n'importe quoi. Donc oui, ça demande une structure qui est particulière, mais qui, je pense, est très efficace en fait, qui est particulièrement efficace. Ouais, tout à fait. Donc, dans le crash test, du coup, il y a plusieurs éléments. Déjà, aucune pression. C'est ça un des premiers éléments qui est essentiel. C'est si c'est complètement pourri, il n'y a aucun problème, quoi. On n'est pas là pour. Si c'est bien, tant mieux. Hein. Mais si c'est pourri, c'est pas grave. On va discuter de game design et ça va être sympa quand même. D'accord, ouais. Premier élément. Juste quel rapport avec les Pico Games tu vas voir juste après. D'accord, ok. C'est vrai que par rapport à ça, on peut faire du game design sans forcément faire du Pico Game. Ouais, tu vois, par exemple, Minuit sous la pluie. Minuit pour toujours. Je le savais. Ah, t'es déjà en train de me piquer mes idées, hein, c'est ça. Minuit pour toujours, il était pas, quand on l'a testé, il n'était pas du tout en version Pico, il était déjà très développé avec un univers, avec des préparations et tout. C'est une méthode radicale que je présente, avec la possibilité de prendre ce qui intéresse les gens. J'aime bien les gens radicaux. Ok. Donc, premier élément du crash test, pas de pression, possibilité d'un écran bleu. Sans paniquer face à l'écran bleu, c'est tout à fait ok. D'ailleurs, dès qu'on en a marre de jouer, on peut arrêter tout de suite. Et donc le crash test permet plein de retours très rapidement, d'éviter de passer son temps à game designer pendant des mois un truc qui finalement est pourri à la base. Et aussi dans cette structure organisationnelle que tu citais, ce qui peut être intéressant, c'est la réciprocité.
Par exemple, Fabien présente son jeu dans une bande comme ça de gens intéressés. On fait l'effort, où on se plie volontiers à l'exercice d'aller. Quand Fabien arrive avec un jeu, c'est dur. Hein. Ouais. Vraiment, on fait l'effort, si. On fait l'effort. Du coup, on attend de lui qu'il fasse l'effort en retour. C'est ça, exactement. Bon, faut pas déconner quand même. Mais en tout cas, il y a cette réciprocité qui peut se créer, dans le sens où il n'y a aucun problème d'arriver avec un jeu complètement pourri, puisque de toute façon, les autres risquent de le faire aussi. Ouais. Voilà. Demain, après-demain. Exactement. Donc ça, c'est le principe de base du crash test, avec une idée associée qui est celle du fail faster. Ça veut dire échouer vite. vite, faut échouer, quoi. Le principe Shadok. Les Shadok avaient calculé Exactement. qu'ils avaient une chance sur 100 de faire décoller leur fusée. Ils s'empressaient donc de rater les 99 essais précédents pour être sûr que le 100e marche. On rate le plus vite possible, quoi. Ouais. Cette idée de fail faster, je la tiens en fait de méthodologie du game design en jeu vidéo. En jeu vidéo, Oui, ouais, c'est j'ai très entendu. présent dans le Ouais. jeu vidéo. Ouais, ça Le m'intéresse. concept du fail faster, c'est vraiment un conseil récurrent de game design de jeux vidéo. Ouais. Très C'est-à-dire présent. entendu, Alors Stunfest, c'est aussi lié, et c'est là où le Pico Games prend tout son sens, c'est lié à la possibilité de faire des prototypes facilement dans le jeu vidéo, Ok. et la culture du prototype, quelque chose de particulier, de vraiment avoir un outil qui rassemble que les mécaniques centrales d'un objet d'un jeu vidéo dans lequel éventuellement tout l'aspect... ça dépend, après on peut prototyper les graphismes d'un jeu, voir ce que les gens en pensent, avoir des retours là-dessus, mais souvent un prototype de jeu vidéo, justement ça va être des carrés bleus sur fond rouge, et on dit ouais, tu verras plus tard ça sera des vaisseaux spatiaux, mais là c'est un carré rouge qui tire un carré bleu sur une bulle jaune, mais pour autant tu testes déjà un gameplay, une dynamique, et tu le fais à des coûts de production très réduits, quelque chose où on s'assure du fonctionnement déjà d'un produit de base avant de passer à une échelle supérieure. Voilà un peu l'idée. Il y a donc je me souviens un peu exactement, là, c'était Raon dans un podcast de Gameblog qui disait la meilleure, le conseil de game design absolu, c'est essai et essai encore. Et ça, c'est exactement dans cette droite ligne du fail faster, quoi. Ouais, en fait, l'idée derrière, c'est déjà d'éliminer toutes les fausses bonnes idées. Parce que des fausses bonnes idées, en fait, personnellement, peut-être que je suis un très mauvais game designer, mais j'en ai eu des tonnes, en fait. C'est-à-dire, un jeu, je réfléchis, je me dis, ah, mais ça va être génial, ça va être le jeu du siècle. Je le teste, ça crache complètement en mode. En fait, il se passe des trucs juste. Et voilà. Mais, dans le processus, donc déjà, je me suis pas entêté à écrire au sujet d'un jeu dont je connaissais même pas la dynamique de base. Ouais. Et je suis nourri de ce test-là pour me dire, ok, non, pas ça. Excusez-moi. Pour me dire, ok, je comprends mieux ce que je voulais faire, puisque je comprends mieux pourquoi je croyais que ça allait marcher et que ça n'a pas marché du coup. Donc en fait, on se nourrit en termes théoriques et tu apprends en fait énormément. Prendre tes échecs. Alors il y a une autre particularité, c'est qu'on a souvent des marottes en termes de game design. On ne crée pas tous les jeux différents possibles, sauf Thomas Munier. Donc du coup, on a souvent des objectifs qui se recoupent entre différents jeux. Donc quand on crash teste une idée qui ne marche pas, en fait, on en apprend beaucoup pour tous nos projets futurs, probablement, qui vont peut-être reprendre des idées, ou pas d'ailleurs, de nos anciens projets. Donc voilà, le fail faster, qui permet aussi d'éviter l'engagement, et ce qu'on appelle le pied dans la porte en psychologie. Le pied dans la porte, c'est le processus par lequel on va se retrouver engagé parce qu'on a commencé à investir un peu trop dans une relation, dans un processus. Typiquement, quand j'ai passé 3 mois à écrire un jeu, ce qui ne m'est jamais arrivé d'ailleurs, et ben en fait, au bout de 3 mois d'écriture, quand on teste son jeu et que c'est une expérience du genre, ouais, on a un effet psychologique 3 mois, quoi. qui est de l'ordre de ouais, mais on s'est attaché à notre projet en fait. Exactement. Et c'est ça le problème, c'est qu'on s'est trop attaché à notre projet et que peut-être que il aurait fallu abandonner là tout de suite, mais on va s'obstiner, on va dire ah oui, mais non, mais là ça a raté, mais c'est parce qu'il y a tel élément qui était pas top. Moi je connais ça, mais sur des textes, tu vois, sur des parties de projet, tu vois. Et ça, c'est clair et net. T'as des moments où t'es là, putain, mais j'ai écrit quand même 20 pages, j'ai fait tout un chapitre là-dessus, quand même, je vais pas abandonner cette super idée. J'ai réussi à mettre ça pour mon prochain projet. Puis j'ai fait, mais non, mais c'est de la merde, comme faut vraiment virer. Alors après, voilà, l'idée c'est de perdre le moins de temps possible. Quoi. J'ai connu ça, moi, les relations abusives avec ton projet, quoi. Ouais. Mais ton projet arrête pas de te décevoir et à chaque fois tu réinvestis et puis il te défonce la gueule à nouveau et puis. Moi, c'est Sens qui m'a soigné de ça. Hein. Bon, excuse-moi, tu trouves que c'est un peu extrême, Jérôme, comme. Jérôme, c'est mort.
Humour noir, mais Jérôme se marre. Mais tu vois, c'est une fois quand t'as connu en fait un seul projet comme ça, un seul, t'es vacciné pour la vie après. Oh, c'est pas sûr. Oh, si. Moi, je continue à faire du game design comme ça. Hein. Ça m'est arrivé une fois sur une version de Sens, je peux te dire que je ne plus jamais. Bon, l'idée, c'est de permettre aux autres de ne pas refaire ces erreurs-là. Ouais. Quoi. Voilà. Jérôme. C'est les pictogames, c'est les trucs qu'on dessine, c'est comme le Pictionary, non, c'est ça les Pico Games. Ah, d'accord. Ça n'a rien à voir non plus avec le roi de la pomme de terre. Ou ce genre Ah, de truc. mince. Je dors dans l'atelier encore cette nuit Oui, certainement, avec des blagues. Avec un humour pareil, tu pourrais même dormir dans la grange au foin avec les vaches et les chevaux. Ok, bon. Mais Moi, ce qui est marrant, c'est que je procède pas du tout comme ça. Moi, j'ai plutôt tendance à avancer, comme je disais. Il y a un moment où le jeu, je vois très bien qu'il est plein de failles et tout ça, et du coup, je le fous dans un coin et je m'en occupe plus. Du coup, je le publie. Et non, justement, je le mets dans un coin. Est-ce que tu crois qu'il va le publier ? Eh ben oui, il va le publier. Et je fais autre chose et je m'en occupe plus parce que je sais qu'il est arrivé à un stade, donc c'est très intuitif. Alors du coup, ça peut merder, hein, je suis d'accord, et ça fait un peu vieille école. Mais c'est vrai que je me fais assez confiance, en fait, paradoxalement, sur... Enfin, voilà. Perdu sous la pluie, c'était un cas particulier parce que c'était, comme tu disais, plus expérimental. Et du coup, peut-être que ça nécessitait davantage de trucs à tâtons. Mais oui, vas-y. Est-ce que tu as déjà soumis l'un de ces projets à un relecteur ? L'un de ces projets là dont tu parles qui est abandonné, etc. Ou à un playtester externe ? C'est-à-dire un playtester qui n'a jamais joué avec toi. Ouais, les projets dont tu parles dans lesquels tu te fais confiance et que tu mets dans un coin. Attends, Est-ce qu'il y en a un seul que tu as déjà soumis à un playtester externe ? Non. Bah non. Voilà. C'est ce que je viens de dire. Bah ouais. Donc, parce que si un jour tu le fais, plus jamais tu feras les jeux comme ça. Parce que ça fera des trucs tellement dégueulasses que tu te diras ah non mais j'ai honte là. Je suis pas sûr de te suivre en fait. Bah tu vois ce que je veux dire, c'est que quand tu fais des projets comme ça dont tu parles, que tu te fais confiance, puis à un moment donné ça commence à devenir un espèce de monticule de n'importe quoi. Moi je me fais confiance pour savoir que ça marche pas. Ah d'accord, c'est ça, pardon. C'est pour ça que je te comprenais plus. Et en fait, tu as deux choix. Soit tu le reprends plus tard en ayant une idée complètement différente et tu démolis ce que tu as fait et tu reviens. Soit ça fait du terreau et tu fais des nouveaux jeux. Okay. Mais oui, voilà. Après, se faire confiance, ça a des limites. Hein. Ouais, ça, on est d'accord. Je pense pas avoir mis de côté des jeux qui auraient été formidables si je les avais poussés tels qu'ils étaient, mais il est possible que je les poussé trop loin d'autres choses. Souvent, quand on abandonne un projet, c'est qu'on a eu raison de le faire. Faut jamais se regretter. Je sais pas, moi j'ai pas mal de projets que j'ai abandonnés et sur lesquels je compte revenir. Elf par exemple, j'ai essayé de. Mais c'est pas un projet abandonné, alors c'est un projet en pause. Ouais, d'accord. Puis revenir, ça dépend ce que t'entends par revenir. Yeah. Si c'est vraiment continuer sans avoir rien touché à ce que t'avais fait avant, là peut-être effectivement, soit t'étais juste pas, soit il y a un problème. Si c'est quand même retravailler ce qui avait été fait avant et qu'il y a un souci, c'est pas tout à fait. Voilà, moi aussi je le fais, j'abandonne pas tout. Enfin, j'en fais pas que du terreau. Hein. Alors après, marrant, le truc de Valentin, c'est vraiment génial. Moi, c'est exactement comme ça que je procède. Donc, est-ce que tu testes après une soirée de brainstorm ? Je teste quasiment après une soirée de brainstorm, effectivement. Ouais. Le Vals a été testé un jour après les règles. Le nouveau projet a été testé un jour après l'élaboration des règles. Tout ce que tu viens de dire, je l'applique à la lettre. Il y a juste un seul conseil. J'essaye d'écrire un petit peu avant quand même, ou d'étoffer un petit peu avant la deuxième partie. Oui. Après avoir testé la première fois, d'étoffer un peu. En fait, la première partie est la plus importante. Il faut qu'elle soit faite le plus rapidement possible. La deuxième partie, c'est déjà encore différemment. Quoi. Voilà. Mais, je suis d'accord. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai tendance à vouloir faire croire, pour la deuxième partie, à vouloir faire croire à mes joueurs ou à mes participants que le jeu est beaucoup plus étoffé qu'ils ne le pensent. Et ça, c'est une façon pour moi de justifier en fait ensuite tout ce qui est de l'ordre de la compréhension. Tu arrives avec un gros feuillet de règles, puis de temps en temps, tu fais un peu semblant de chercher la règle pour faire croire aux gens que le jeu il est sérieux, pour qu'ils le prennent au sérieux. Parce que si le problème, c'est qu'on avait une règle à la cellule, c'était pas de game design pendant les parties. Si le jeu ne paraît pas assez solide, tu prends aussi le risque que le game design surgisse et t'empêche aussi à toi-même de développer ton propre projet. Et t'es pas là pour développer le projet collectif de la table. T'es quand même là pour développer ton propre projet. C'est là que c'est important d'avoir produit du contenu soi-même quand même dans la deuxième partie, tu vois.
Tu vas parler de ça ou pas du tout? Je suis pas sûr de te suivre. Si. Mais en fait, est-ce que tu peux expliquer? Alors après, si j'essaie de reformuler, ce serait de dire tu écris plus après la deuxième partie pour donner l'illusion au joueur que ton jeu est à peu près OK pour pouvoir game designer en direct sans que ça se voit, c'est ça? C'est ça, d'une part. Et d'autre part, ne pas se laisser influencer. Parce que quand les gens te voient arriver avec un petit machin, ils ont tendance à vouloir ajouter leur grain de sel, surtout quand ils savent que c'est un jeu en développement. Alors, oui, après la partie. Ça, c'est un autre conseil. Très très important, c'est effectivement pas de game design pendant la partie, pas de game design avant la partie. Là où je voilà. Donc en fait, je vous invite à lire les articles au sujet du test de, je crois, Frédéric Sintès et Jérôme Larrey, qui sont assez édifiants à ce sujet et qui s'intègrent bien dans tout ce que je raconte et qui parlent justement du fait de attendre les retours après la partie. Alors l'influence que tu laisses aux autres quand les retours se font après la partie, ça dépend que de toi. Par exemple, peut-être parce que tu veux des projets très personnels, tu vois. Ah oui, à fond, moi. Mais ça, c'est ton choix. Ah oui, c'est mon choix. Ce que je veux dire. Alors après, ça dépend que de toi. Et si tu es très clair avec ça, les joueurs vont te faire plein de retours. Ils vont te dire, ce serait génial que tu fasses ça. En fait, même il y a des retours qui sont de l'ordre de, non, mais en fait, ce qu'il faut dans ton jeu, c'est ça. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est ça. Ouais. Et ça, il y en a beaucoup des retours de cet ordre-là. Tout à fait. En fait, il faut simplement dire, je prends l'idée, je la note, parce que peut-être qu'elle serait utile plus tard. Est-ce que ça fait sens pour moi personnellement? Si jamais tu veux un jeu très personnel, c'est à toi qu'il faut poser la question, quoi, et à toi seul. Un truc essentiel aussi, et que je sais pas si tu vas en parler, mais c'est le temps. C'est-à-dire en fait, un allié aussi du game design et de la création de jeu, c'est le temps. Il est illusoire de croire que tu vas générer un jeu comme ça, enfin tu vois, tu fais une soirée, deuxième soirée, troisième soirée, fini. Non, c'est pas possible, il faut se donner du temps. Il y a des réflexions très pertinentes de gens, par exemple, j'en ai même une en tête. Pour Sens Néant, par exemple, quand j'étais en phase de playtest, j'ai été à Poitiers faire playtester le jeu. Et parmi les playtesteurs, il y avait Gaël Sacré, l'auteur de Happy Together et d'Happy. Et il m'a dit un truc, sur le coup, je l'ai noté, mais vraiment pas convaincu. Un truc au sujet du fait que c'était du crafting, je crois. C'était son terme exactement, Sens Néant. Et ben putain, peut-être un mois et demi après, je suis revenu sur ce qu'il m'avait dit. Et puis ça a fait sens d'un coup. Et là, ça m'a vraiment aidé. Mais c'était un mois et demi plus tard. Oui, tout à fait. Et parfois, en fait, il y a des choses qu'il faut laisser pousser en terre, quoi. Tu vois, dans le. Donc, c'est pour ça que je parle vraiment du début du processus de game design. Vraiment du tout début. Hein. Voilà. Parce que moi, c'est un petit peu un problème que j'ai avec les nanogames, les pico-games et tout. Ça donne l'illusion, je trouve, à certains auteurs en herbe, que c'est facile le jeu de rôle. Qu'il suffit d'une page, qu'on peut lancer une partie. Allez, vas-y, on va jouer ça, on va faire ça. Mais attention, un pico-game ou un nanogame, s'il est bien fait, c'est d'autant plus difficile parce que, comme on sait, la distillation du bon alcool, ça prend du temps. Pour extirper la quintessence, etc. Donc pour réussir à réduire un jeu très profond, très, très important, en quelques propositions, en réalité, il va falloir beaucoup plus de temps, de macération, de distillation, que pour faire un gros jeu, tu vois. En fait, je suis pas en train de te dire... Enfin, je suis pas en train d'essayer de présenter une méthode de création d'un excellent nanogame. Non. Je suis en train de montrer quel peut être le début d'un projet, quelle que soit sa taille. Que ce soit un énorme jeu, un petit jeu. Essayer vraiment de prendre le cœur du jeu, quoi. Ouais. En fait, commencer par le cœur du jeu, qui se trouve être un truc nano, quoi. En fait, parce que les jeux de rôle, leur cœur, ça ne peut pas être un ensemble de règles très complexes. On n'a pas la disponibilité cognitive pour que ce soit le cas. Ouais. Donc, nécessairement, c'est un ensemble de choses très simples. Ouais. Et donc, cet ensemble de choses très simples, c'est ce que j'appelle, encore un mot anglais, les MVP, Minimal Viable Products. Produits minimal viable, ouais. Pour simplement dire, bon, c'est quoi justement ce que tu dis, Fabien, la quintessence, c'est-à-dire l'ensemble minimal de règles qui me permettent de faire une partie. Et c'est sur ça qu'il faut travailler, l'ensemble minimal de règles qui me permettent de produire une partie. Il y aura peut-être des éléments de règles qui seront en fait pas nécessaires pour faire une partie, mais en tout cas, il faut arriver assez vite à ce cœur-là, quoi, à un projet viable, c'est-à-dire qui permette de faire un crash test très vite. Voilà. Tu voulais intervenir, Fabien ? Non, mais je peux toujours parler. Oui, mais à nouveau, je pense que c'est important de différencier ce qui est de l'ordre du crash test. Il y a deux podcasts en un, quoi. Il y a le podcast crash test et il y a le podcast Pico Games. Création de jeu. Ouais, puis Pico Games. Alors les Pico Games, c'est un exemple, une exemplification de cette méthode quand elle est poussée à son paroxysme, en fait, pour moi. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà.
tout simplement. Je pense que ça peut être bien du coup de donner des exemples Antoine. de Pico Games, justement des Pico Oui, Games oui, c'est vrai ça. Ouais. faits pour expérimenter des boucles de gameplay, Ouais, tout à expérimenter fait, des j'en choses. ai Là, ça deviendra quelques plus exemples. concret et ça reviendra sur les Pico Games qu'on a fait cet Tu après-midi. disais qu'il y avait 3 ça, types de Pico Games. Ouais, il y en a 3. Alors, Oui. ouais, c'est juste pour préciser. De ce genre de jeu-là. D'ailleurs, juste pour faire la généalogie de ce terme, c'est simplement un terme qui est interne aux courants alternatifs. C'est pas un terme consacré de quoi que ce soit. C'est un terme de travail. Ah bah s'il est sur les courants alternatifs, il est C'est consacré. consacré. Oui, du coup, pardon. Toute controverse est consacrée à partir du moment, où plusieurs personnes Oui, c'est emploient ça. un terme. Enfin, ouais. c'est pas un terme consensuel de la sphère rôliste. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire Mais consensuel de la sphère rôliste Nous, on n'arrête pas de dire mais ça c'est la rétention fascination bien sûr, comme si c'était un C'était courant de évident, pensée. alors, pas que les Non, gens, alors qu'on est trois. Pas que, à les gens connaître cherchent, cette théorie. pas que les gens cherchent Pico Games sur Google en fait. Ok, ouais, bien Il y sûr. aura probablement 0 résultat ou alors des trucs qui n'ont rien à voir. Donc 3 types de Pico Games. Donc un Pico Game, c'est un jeu qui tient en une maximum dizaine de lignes. Ouais. Ok. Il y a des jeux qui sont des gros trolls. C'est simplement histoire de rigoler quoi. J'en ai quelques-uns que je peux vous lire. Alors je sais jamais à quel point c'est des trolls ou c'est sérieux, mais il y en a un, c'est un enterrement fertile de KF. Ça fait 2 phrases. Un auteur de jeu de rôle est mort. Vous vous rendez à son enterrement. Décrivez l'objet que vous déposez sur sa tombe et ce que vous dites à son probot pendant la veillée funéraire. On l'a fait tout à l'heure avec. Romaric Briand. Romaric Briand est mort. Voilà. Tu veux savoir moi ce que j'ai mis dans ta tombe et ce que j'ai. Ah, ce que j'ai dit sur dénoncer. ton- Vas-y, fais péter. Ça va. J'ai laissé un D6 et ma phrase c'était un bon créateur de jeux de rôle, mais c'était encore un meilleur ami. Excellent. Pourquoi? Mais je déteste les dés. Oui, alors je me Alors, disais je suis aussi, sûr- mais alors là, je ne sors, rien attends, laisser, attends. tu vois. Alors là, je sors de ma tombe, je Un m'agace. D12. Ah, ça va mieux. Non, mais il m'a pris par c'est marrant. surprise aussi. Ah, c'est marrant. quoi. Alors c'est marrant parce que le Pico Game, effectivement, tu peux prendre les gens par surprise, quoi. En fait, c'est présentation d'une situation. Non, enfin c'est Pas tout forcément. tout est pardon, possible. oui, excuse-moi. Tout est Mais, possible. mais, Tout est possible des 4. mais par exemple, c'est pas sûr que ce soit vraiment un troll. Ouais, c'est pas sûr du tout. Parce qu'en Alors, fait, je il est vais vachement t'en donner un profond, vrai mine de rien. de. Ouais. Bah, c'est presque la vie. C'est un peu un proto de la Voilà, vie de un proto l'absent. de la vie de l'absent, Ouais. Un jeu qui est vraiment un troll, c'est Jeu à finir de Gaël Sacré. Oh, ça, c'est du troll. C'est un jeu pour 3 joueurs ou joueuses ou plus. Voici le pitch. Maroc, 1923. Vous êtes à la recherche d'un trésor enfoui dans le désert. Prenez 3 jetons et un paquet de cartes. Distribuez 4 cartes à chacun et 1 jeton. Ceux qui n'ont pas de jetons prennent une carte supplémentaire. Vu qu'on peut jouer à plus de 3 et que 3 jetons, ceux qui n'ont pas de carte supplémentaire peuvent. Décrivez la ville de départ et ça. Voilà, c'est tout. C'est un jeu à finir. Ok. Bref, en fait, je vais pas parler de ce genre de Pico Games là. C'est très très intéressant, mais ceux-là, je les laisse de côté. D'accord. Ensuite, il y a le deuxième type de Pico Games, que sont les expériences de pensée. Ce sont des jeux, en fait, qui tiennent en quelques lignes et qui nous permettent en fait de réfléchir soit à des concepts théoriques, soit de discuter à leur sujet, et qui, si ça se trouve, si on les teste, vont pas forcément être intéressants ou bien, mais qui nous permettent de réfléchir. Je sais pas si je vois qu'ils prennent les micros là. Vas-y. Le meilleur exemple de ça, on est d'accord que c'est Prosopognon. Prosopognon. C'est absolument génial comme concept. Alors, c'est un jeu de Valentin T. Donc on joue à Prosopognon. Mais qui est-il? Alors, c'est un peu je triche parce que je dis on joue à Prosopopée. Ok. Donc déjà, voilà. Chaque joueur apporte des billets de 20 €. On remplace les dés d'offrande par les billets de 20 €. T'es corrompu, Valentin, ou quoi? Et je trouve ça absolument génial parce que ça peut lancer toute une discussion sur le fait que le propre du jeu, c'est d'être quelque chose d'arbitraire et gratuit. C'est-à-dire, je pourrais faire absolument autre chose. Par opposition au travail, pour lequel je n'ai pas forcément le choix. Et je peux pas facilement m'abstraire de cette occupation-là. Tu sais que moi, c'est une de mes lignes de défense pour dire que le poker n'est pas un jeu. Eh ben, ça dépend à quel niveau. Si tu joues pour l'argent, c'est ça que Ouais. je veux dire. Donc ça, voilà, c'était. Donc là, voilà, on vient de commencer à discuter. Donc c'était un jeu expérience de pensée. On Il y a- vient de le finir là. Voilà. À la fin Non, de la partie, on débrief. Alors Fabien, qu'est-ce que t'en as pensé? Prosopognon. moi, je veux pas jouer à Prosopognon. Hein. Qu'on soit clair. Mais par contre, avoir On fait en a ce pas les jeu et en moyens, discuter, hein. Il y en a pas les moyens. Donc voilà, des jeux expérience de pensée. Donc il y en a d'autres. Je vous propose un Haiku Game Ouais. de KF. Ouais.
vivre et oublier, comme Verdi la ruine et pleure le monstre. Voilà, c'était le jeu. C'est un haïku game. À partir de ça, tu te débrouilles Tu pour dois jouer. Mais Alors- cela dit, c'est une expérience de pensée qui est intéressante parce que ça dit finalement tu prends un recueil de haïku et puis tu as le plus grand recueil de jeux de rôle du monde, quoi. En fait, ce qui est terrible, c'est que... C'est de présenter comme un jeu. Ouais. En fait, non, ce qui est terrible, c'est que KF réfléchit énormément. Genre, quand je dis énormément, c'est plusieurs articles, des dizaines d'heures de discussion, à la notion à la fois de symbolisme et de jeu en performance, qui sont deux notions sur lesquelles peut-être on reviendra plus tard, et qui finalement se pose vraiment la question de savoir ce qui constitue un jeu et ce qui constitue le symbolisme présent dans un jeu. Et en fait, faire un haïku game a complètement du sens. Et génère des discussions et des réflexions avec Félix, qu'on connaît ce qu'il anime et voilà, ses intérêts. C'est pas un troll, quoi. C'est vraiment un expérience de pensée. Moi, ça me fait penser à la pipe de Magritte et à ce genre, ou à l'urinoir de Duchamp, ou à ce genre d'œuvre d'art. C'est-à-dire inscrire quelque chose qui, a priori, n'a rien à voir avec le jeu de rôle dans la famille des jeux de rôle, le mettre au musée, au même endroit, à cette place-là, etc. Et du coup, débattre des limites, de la définition, etc. Ouais. C'est de l'art contemporain. Donc voilà, ça c'était le deuxième type de Pico Game. On pourra en reparler éventuellement plus tard. Mais le troisième type qui m'intéresse vraiment ici, ce sont les Minimal Viable Products, les jeux qui sont faits, les Pico Games, qui sont faits pour être testés très vite et tester en fait une mécanique de base. Tester, quand j'appelle mécanique, ce que j'appelle mécanique, c'est vraiment le système élémentaire, quoi. Vraiment comment ça fonctionne là maintenant à la table de jeu. D'accord. C'est pas un système de résolution nécessairement. C'est pas non plus un scénario ou une économie. D'accord. C'est vraiment comment est-ce qu'effectivement on joue. Donc là, j'ai plusieurs exemples à vous citer pour que vous compreniez un petit peu le principe. Donc je vais parler de Lou et Morgan, le jeu auquel... On pourrait presque en faire une partie directement dans les micros, vu que ça prend 3 minutes. Ou pas. Est-ce que c'est pas un peu chiant? Alors, le problème, c'est étant donné le thème du Présente-moi les jeu. règles et puis on va voir. Présente-moi les Alors, règles, on va voir. Je vais vous lire les règles du jeu. C'est un peu plus long. Bon, je vais vous expliquer un peu le principe. En fait, l'idée, c'est que c'est un jeu sur les prédateurs sexuels. Alors voilà, déjà, ça pose la base. Okay. Donc l'idée, c'est qu'il y a deux personnages, Lou et Morgan. Morgan écrit sur un bout de papier oui et sur un autre bout de papier non. Non. D'accord. Lou tire un papier au hasard, sans que Morgan ne voie le papier qui a été tiré. D'accord. Si Lou a tiré oui, alors Lou est une personne de confiance. Si Lou a tiré non, ce n'est pas une personne de confiance. Ensuite, on joue une scène qui est un speed dating. Lou et Morgan viennent de se rencontrer. Ils discutent pendant 5 minutes de leur passion, ce qu'ils font dans la vie, etc. 3 minutes, ça doit être. Ouais, 3 minutes. Nous, on n'a pas joué beaucoup plus longtemps. Ouais, c'est ça. Et à la fin de la partie, Morgan décide si elle recontacte Lou, si voilà, ils se revoient en fait. Est-ce qu'il y aura une suite à cette histoire? Ouais. Voilà. Et après, on regarde le bout de papier. Si jamais Lou n'était pas une personne de confiance, qui avait écrit non, et que Morgan a décidé de suivre Lou, sans savoir qu'il y avait marqué non sur son bout de papier, bien sûr, eh bien, Morgan perd et Lou gagne. Si c'est marqué non, Lou n'est pas une personne de confiance et que Morgan dit non, je ne suis pas Lou, alors Morgan a gagné et Lou a perdu. Si en fait il se trouvait que Lou était une personne de confiance et que Morgan a accepté de suivre Lou, alors les deux joueurs ont gagné. Si jamais c'était le cas, Lou est une personne de confiance et Lou n'a pas accepté, les deux personnes ont perdu. Voilà. D'accord, ouais, t'inquiète. Donc en fait, c'est un dispositif en fait, qui permet d'expérimenter une situation dans laquelle on ne sait pas si l'autre est une personne de confiance. On va discuter et Morgan va essayer de détecter si la personne avec laquelle elle interagit est effectivement une personne de confiance. Donc il y a un gameplay qui se crée sur la séduction. Mais la personne qui va jouer Lou, elle, si elle n'est pas une personne de confiance, elle est un peu dans une sorte de malaise dans laquelle elle va essayer de convaincre l'autre tout en essayant de surtout pas montrer qu'elle essaye de la convaincre. Et si elle est une personne de confiance, elle va essayer de convaincre Morgan, mais en même temps,
Morgane ne sait pas que Lou est une personne de confiance, donc ça met dans tous les cas dans une position un peu ambiguë, quoi. Je sais pas si. Fabien. C'était absolument génial comme expérience. On a fait deux donc Antoine était à côté, il regardait, on a fait deux parties avec Valentin. Et au début, moi j'étais là, bon, ok, d'accord. Et je dois dire que vraiment, il y a. Je sais pas comment dire, il y a une émergence, il y a un début de vie de facile immédiat dans le jeu. C'est-à-dire, moi j'ai d'abord joué du côté de Morgane, c'est-à-dire de la personne qui doit essayer de détecter si l'autre est un prédateur sexuel ou pas. Ouais. Et ensuite, du côté de Lou. Et à chaque fois, c'est deux expériences complètement différentes. Alors la première fois, Valentin n'était pas de confiance. Et je l'ai su immédiatement, je sais pas pourquoi. Mais c'est intéressant quoi, de voir que le fait que moi je sache que je n'étais pas une personne de confiance, c'est la seule chose qui change, c'est que moi je le sais. Et ben je me suis trahi en fait. Et immédiatement je me suis dit il y a quelque chose qui va pas quoi. Et le deuxième truc c'est que ensuite moi alors fort heureusement en quelque sorte parce que je crois que si j'avais dû jouer un prédateur sexuel, je sais pas, ça aurait été encore plus difficile pour moi. Heureusement j'étais quelqu'un de confiance, mais je sentais vraiment ce côté d'essayer de dire à l'autre d'essayer de faire comprendre à l'autre que je sais bien que t'as peur de moi, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que. Mais tu peux pas le savoir. Mais je peux pas te le dire, tu vois. Enfin, et finalement, tout est bien qui finit bien. Valentin m'a fait confiance. Mais j'étais Antoine pas à côté, il rassuré. était pas sûr. Ouais. À la fin, j'étais la première fois moi aussi, j'avais assez vite. Senti que Valentin était pas digne de confiance. Puisqu'il t'avait montré Oui, voilà. Mais la deuxième partie, j'ai volontairement pas regardé le papier avant pour essayer de deviner moi aussi. Et là, du coup, j'étais plus dans le doute. Au début, je voyais que t'étais pas à l'aise, donc j'étais incertain. Au fur et à mesure, j'aurais plutôt penché vers le fait que tu sois digne de confiance, mais j'aurais été à 70%, quoi. J'aurais paré ça. Puis la partie peut commencer par un truc du genre, il y a écrit oui sur mon papier. Ouais. Un point qui est très intéressant, et c'est vrai que je suis en train de me dire que. Alors, tu peux le dire, quoi, mais voilà, bon, après l'idée c'est de roleplayer. C'est ça. Mais, voilà, mais tu vois l'idée. En fait, tu peux dire non, mais je suis une personne de confiance. Ça revient au même. Voilà. Tu peux essayer de le répéter, mais plus tu vas le répéter, plus l'autre va te dire. Ça va être il va y avoir peut-être un doute. Et ce qui est intéressant d'un point de vue extérieur, c'est que concrètement, ce qui se passe, c'est un dialogue assez bateau de speed dating, de qu'est-ce que tu fais dans la vie, ci et ça. On parle un peu des traits de caractère de chacun. Moi, je suis un peu, j'aime tel sujet. Qu'est-ce que tu fais au travail, dans les temps libres, etc. Et c'est une conversation assez bateau, mais on sent en sous-jacence tout le danger qui peut s'y trouver pour un des deux personnages au moins. Et c'est ça qui est intéressant en le sous-texte. Le sous-texte est très très présent dans ce jeu-là. Ouais, c'est pour ça, effectivement, ça n'aurait pas de sens dans le faire par les micros parce que il va énormément. Tu vois, Valentin, il s'est trahi principalement à travers du langage corporel, quoi. Je l'ai senti crispé et tout. Donc, et c'est vraiment, excuse-moi, c'est vraiment, enfin, c'est fou, quoi. C'est impressionnant, c'est incroyable comme un dispositif extrêmement simple comme ça peut avoir immédiatement un message féministe aussi puissant, tu vois. Enfin, t'arrives à parler du viol et du date rape en quelques règles. Voilà, c'est ça. Tu vois, avec un pic. Mais jouez-y, hein, sincèrement, jouez-y. Tous les jeux que je cite seront disponibles. Il faudra mettre un lien dans le podcast en tout cas. Tu mettras un lien parce que moi ça je m'en occupais mais j'ai pas le temps. Ouais, ça marche. Ouais. Je mettrai en. Jeudi là, c'est un peu le rush. On devrait les publier sur les courants assez vite. Je t'enverrai un petit mail si tu veux. En tout cas, les liens seront disponibles. Ça marche. C'est très simple pour la diffusion du podcast. Là, on est sur le 13 septembre. Donc tu n'oublieras pas qu'à la rentrée. Hein. Voilà. Et on parle notre popote dans les micros. On est bien, on est chez nous là. On est pépère. On est pas bien là. On enregistrera un podcast. Et oui, donc juste pour dire que pourquoi j'ai fait ce jeu-là, parce que j'ai lu un article qui parlait justement la. C'est un jeu de Valentin Touzeau, Morgane et Lou. Oui. Ouais, c'est un jeu perso. Ah ouais, d'accord. Tu vois ça, hein modeste en plus. Le mec. Et ouais. Oui, bah. Tout ça pour montrer à sa copine ou son copain qu'en fait, quand il prend le nom, regarde comme je suis stressé. Du coup, logiquement, si quand je prends le nom, je suis stressé, c'est que je suis pas un machin. Ouais, j'ai bien joué. J'avais l'idée. Non, mais attends. On parlait de jeux imbriqués les uns les autres. Pour un jeu comme ça, il y en a 10 qui sont dans la poubelle. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Typiquement, on a fait d'autres tests. C'est ce que je te dis quand il y a un travail de distillation, tu vois aussi. Enfin, de distillation et puis d'élimination des jeux nuls. Bien sûr. Donc ça, c'était un exemple. Oui, je disais, l'idée m'est venue simplement à la lecture d'un article de linguistique dans lequel l'auteur disait « C'est très difficile pour une femme, dans un rendez-vous, de dire non.
Par exemple, est-ce que ça te dit qu'on aille prendre un verre, etc. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que dans les communications de personnes qui viennent de se rencontrer, jamais une femme ne va dire non. Elle va être dans un état de malaise dans lequel elle va essayer de chercher des excuses et c'est très oppressif en fait comme structure. Et ce que j'ai voulu, c'est rendre ça. Alors que les hommes peuvent dire non. Écoute, moi je vais te dire, je te fais simplement mon ressenti à la fin de la partie avec Valentin. J'étais convaincu, je l'ai senti dès le début, et tous les signaux après m'ont dit il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Donc je le savais depuis le début, j'étais préparé à ma réponse à la fin. Et à la fin, il m'a dit bon ben voilà, on échange nos numéros, ça te dirait qu'on se revoit. J'ai vraiment eu du mal à trouver mes mots et à trouver une excuse pour dire tu m'as l'air très sympa, mais non merci, tu vois. En fait, l'idée c'est de faire ressentir ce truc-là que les femmes ressentent en fait dans la vie tous les jours. Voilà. Donc c'était ça l'objectif du jeu. C'est très impressionnant. Donc voilà, là c'était pour Louis Morgan, c'est un exemple de Pico Game. Alors moi tu vois, je l'ai testé aujourd'hui, je suis content, ça marche bien, c'est sympa, mais je savais pas du tout si ça allait marcher au début. Tu vois, quand on a commencé, je me disais écoute, j'en sais rien, on va voir. Alors là j'ai une petite question du coup. Donc à partir du moment où tu as un Pico Games qui fonctionne après ton premier brainstorming, qu'est-ce qui te pousse à aller au-delà et à faire un vrai jeu, je suis désolé, mais tu vois ce que je veux dire, un jeu plus ample. En fait, ça dépend de ton objectif. Qu'est-ce qui me pousserait, moi, Valentin, qu'est-ce qui te pousserait à faire un Lou et Morgan en 60 pages C'est-à-dire qu'il y a encore des problèmes, il y a encore beaucoup de problèmes, et on en a d'ailleurs discuté à la suite de cette partie, qui était que, par exemple, on sèche en termes d'inspi assez vite. Donc, il faudrait peut-être une limite de temps. Un autre problème qu'on ne sait pas trop de quoi discuter, c'est un peu des sujets triviaux. Il faudrait, il y a d'autres idées en fait qui pourraient émerger. Éventuellement, contextualiser un peu plus. Bon bref. Trouver d'autres contextes que le speak dating. Voilà, trouver d'autres contextes. Du coup, il faudrait te dire que c'est de la merde pour que tu en fasses un jeu de rôle un peu plus étoffé. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, je vois quelles sont les limites, quoi. Je vois quelles sont les limites du jeu. On en a discuté d'ailleurs. Le principe est intéressant dans son fondamentalement intéressant, tu vois. Au cœur du jeu, c'est intéressant, mais il n'est pas bien shapé, parfait. Donc l'idée à la limite, ce serait de refaire des tests avec par exemple, le fait que ce soit du speed dating. Je l'ai improvisé au début de la partie. Je me suis dit il nous faut une situation, j'y avais pas pensé. Donc ça, en fait, du coup, ça a été mis éventuellement dans la version 2 du jeu, quoi. Et donc après, est-ce que je vais le publier peut-être qu'il sera disponible gratuitement, ce qui est ma façon de publier les jeux, tu vois. Mais en même temps, tu vois, en l'occurrence, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en faire autre chose que Mais c'est ce que je te dis. C'est que quand le Pico Game est vraiment efficace, ça donne pas envie d'aller au-delà. Ça dépend de ton objectif. Ouais, je suis pas sûr. Par exemple, tu vois, pour Minuit pour toujours, les règles sont assez facilement, sont résumables très très rapidement. Mais en fait, ça vaut la peine d'avoir quelque chose de beaucoup plus large derrière. Ça marche. Et pour le deuxième exemple de jeu qu'on a testé aujourd'hui, là, je pense que c'est un jeu où ça s'envisage déjà beaucoup plus de l'élargir à une autre échelle. Ouais, tout à fait. Je vais le lire. Hein. C'est le deuxième jeu, donc on est toujours dans la catégorie jeu minimaliste, quoi. Ouais. Ça s'appelle Un crime parfait, de Valentin T, toujours. Jeu de rôle pour 3 participants. Donc le MJ décrit les faits d'une scène de crime. La victime, le lieu, les objets, la situation. D'accord. Les 2 autres joueurs peuvent poser chacun 5 questions au MJ au sujet de cette scène de crime. Le MJ peut refuser une question s'il estime qu'un enquêteur sans matériel particulier n'est pas susceptible de lui trouver de réponse en quelques minutes d'investigation. D'accord. Ouais. Ensuite, les 2 joueurs exposent chacun leur tour leur interprétation des faits. Le MJ énonce qui est le plus proche de la vérité, sans rien révéler de plus. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ouais. Alors tu me dis, ok. En fait, on a donc testé. Pareil, je sais pas du tout si ça avait marché. Et donc on a. Et donc toi, partie, évidemment, quand tu présentes ta situation, tu sais ce qui s'est passé. Ouais. Voilà. Alors. c'est sous-entendu dans le jeu. Non, même pas. C'est-à-dire qu'en fait, en pratique, quand on a fait notre test, je savais pas du tout ce qui s'était passé. Ah. Je me suis dit. Tu te laisses la liberté. Ouais, je me suis dit, tiens, je vais voir en live. J'ai présenté une situation initiale avec de la drogue, de la violence, un quartier populaire. Et voilà un meurtre d'une personne dans sa baraque en bordel. Et après, je leur ai laissé poser des questions. Au bout d'un moment, je me suis visualisé quel était le fond de l'affaire. Ouais. J'ai répondu aux questions en fonction de ça. Puis, ils m'ont proposé des interprétations.
Et donc j'ai dit qui était la personne la plus proche de. Ce qui est important, c'est qu'on donne chacun son interprétation en privé pour pas s'influencer. Moi, j'ai joué à ça avec Vivien et on s'est mis à part chacun avec Valentin pour donner notre version des faits. À notre avis, c'était quoi le meurtrier, le mobile, tous les éléments de réponse qu'on pouvait avoir imaginés pour pas s'influencer l'un l'autre. Et du coup, on a un peu cette compétition tous les deux de qui va être le plus proche, tout en n'ayant pas tous les éléments et en devant faire la meilleure déduction possible avec un nombre d'éléments limité qui étaient les questions. Même si les questions, au final, on entend tous les deux les questions qu'on pose et on entend tous les deux les réponses qui sont données. Donc on a les mêmes informations. Donc il y a quand même un moment de presque collaboration ensemble au début où on pose les questions l'un après l'autre et on contribue à extraire le maximum d'informations du meneur de jeu. Sachant qu'aussi de la manière dont on pose nos questions, on donne aussi un indice sur la façon dont on imagine que le crime a eu lieu à l'autre aussi. Enfin, ça, je me suis posé cette question au début et je ne l'ai pas du tout ressenti au final parce que on a tellement peu d'informations et on est tellement au final, à la fin, on a 4 pistes possibles et on choisit la plus probable parce que voilà, mais on a peu de choses pour trancher. Et du coup, j'ai pas demandé à Vivien, mais moi, j'ai pas du tout l'impression d'être à l'affût des questions que Vivien posait pour voir où il en était. J'avais pas précisé aussi que Vivien a quitté la pièce. Je pense que c'est important que. Oui, on l'a pas. On parle de lui à la pas mis personne, un baillon. Voilà. C'est ça. Il est parti s'occuper de sa fille. Et donc pour revenir sur le test de Le Crime Parfait, donc moi j'avais simplement dans l'idée d'essayer de faire un jeu d'enquête compétitif et sans aucun hasard. Voilà. Et donc je me suis dit comment est-ce que je peux faire ça, est-ce que c'est possible en fait déjà, et donc j'ai réfléchi mais pas très longtemps au sujet de qu'est-ce qui peut faire que dans l'interprétation des questions posées par le meneur. On a fait une partie, c'était pas mal, c'était sympa, c'était pas ouf, enfin c'était sympa on a passé une bonne partie et moi je me suis dit ah bah oui, ce que font les joueurs, c'est-à-dire réfléchir à comment interpréter, à quelles questions poser, et ben en fait ce truc là est fun, c'est cool. Ça fonctionne et c'est pas ouf, mais ça fonctionne, c'est-à-dire le noyau dur du jeu fonctionne. Après, excuse-moi, Valentin, je t'interromps, mais tu m'arrêtes si je t'interromps trop, mais tu vas me trouver chiant parce que j'essaye de trouver aussi les limites de ta méthode. Je t'en prie, vas-y. Forcément. Tu m'as dit aussi que c'est le genre de retour que tu aimais bien quand on te cherche un peu des noises. Est-ce que c'est pas une méthode qui est propre à Valentin T, ça ? Parce que je me demande si quelqu'un qui serait moins chargé de théorie que toi serait capable aussi rapidement, avec cette fulgurance-là, de créer d'aussi bons Pico Games. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des gens qui ont besoin d'un mois et demi pour faire quelque chose qui est déjà playtestable ? Bah écoute, tu me diras quand vous ferez tester des trucs demain sous forme de Pico Game, si j'ai le temps d'en faire, si jamais c'est nul ou pas. En fait, comme ça on pourra comparer. Le truc c'est que je pense que la théorie permet simplement de multiplier les occurrences de jeux pas trop mauvais au début. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on n'a pas du tout de théorie, on va faire plein de Pico Games ou de jeux très courts qui vont probablement être pas top. Ouais. Mais le truc, c'est que en fait, c'est encore plus important pour les jeunes créateurs, en fait. Enfin, les jeunes en termes de carrière de game designer, je pense. Parce qu'en fait, on peut s'engager dans un jeu sans le tester pendant très longtemps. Et si justement on n'est pas chargé de théorie, on a beaucoup de chances de faire des choix qui sont contre-productifs, en fait. Très très vite. Donc c'est d'autant plus important pour les gens qui commencent à faire du game design que de très vite faire des tests, je pense. Voilà. Il m'est arrivé de faire un jeu en seul dans lequel j'ai passé un mois à le concevoir avant de tester. Et ça marchait et c'était assez complexe en fait. Il y avait un ensemble de mécaniques. J'avais pas testé Enfin, c'est même faux parce que j'avais plein de projets qui m'avaient dans lequel j'allais dans cette direction-là, que j'avais craché avant et qui m'avaient nourri énormément. Donc en fait, je peux pas vraiment dire que je l'ai pas testé. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé un mois à l'écriture d'un truc que j'avais pas testé directement, que j'ai testé à la fin, mais j'ai pu l'écrire que parce que j'avais fait des tonnes de crash et que j'avais effectivement cette théorie-là. Donc je pense que c'est le contraire en fait. Plus on échoue et plus on apprend et plus on se charge de et plus on devient évite, fort à produire assez rapidement des jeux efficaces. Et plus on évite en fait d'avoir des fausses bonnes idées, quoi. Ce que tu décris là, c'est vraiment un peu un mécanisme d'apprentissage du langage aussi. Quand on fait des tests, quand tu vas à l'étranger, tu apprends une langue, tu testes des phrases, tu vois la réaction des gens, tu fais ou avec les petits aussi, regarde. Avec les petits, tu exactement. Ta et puis puis à bout d'un certain moment, ça finit par passer, quoi. Vas-y, je t'en prie, Fabien. Excuse-moi. Non. Il y a une quatrième, pour faire le tour, il y a une quatrième catégorie de Pico Games qui sont les méta Pico Games. Les Pico Games qui parlent des Pico Games. Il y en a un. Non, il y en a deux, tu disais.
Non, je crois qu'il y en a qu'un. Tu me disais qu'il y en a un où Si, il y a un quelqu'un ouais. parle d'un Pico Games. En fait, il y en a plein, ouais, parce qu'en fait, il y a toute une série. D'accord. Que les gens se sont répondus avec des Pico Games. En fait, on peut te parler avec des Pico Games aussi. Donc, il y a le Meta Pico Game de KF. Choisissez un Pico Game. Chaque joueuse raconte brièvement une partie fictive jouée avec quelqu'un d'autre et ce qu'il y a eu de spécial et d'inattendu à propos de cette partie qui a bouleversé votre vision du jeu de rôle. Posez des questions. Ah oui, d'accord, ok. On a fait une partie. Moi, j'ai trouvé ça assez nul. Désolé, Félix. Mais donc voilà. Je trouve ça Un intéressant. méta Pico Game, quoi. Vous prenez un Et il y Pico a Game. un autre qui était le Pico Game où quelqu'un parle d'un Pico Game, la personne à sa gauche dit, donc ça se joue à 3, la personne à sa gauche dit c'est nul, ça a déjà été fait par tel autre jeu, et la personne à sa droite dit mais de toute façon ce Pico Game là pourrait être mieux si. Oui, le genre de retour qu'on a constamment. Tu vois les retours merdiques que tu as sur les forums où tu parles d'une idée de jeu et puis il y a quelqu'un qui dit ah oui mais c'est la même chose que existe donc il y a un Pico Game de Gerhardt d'ailleurs pour le citer. D'accord, excellent. Autre petite, toujours pour te chercher des noises, un truc qui me fait très très peur toujours avec les méthodes quand quelqu'un arrive et qui me dit j'ai peur que les méthodes elles-mêmes influencent les contenus des jeux. C'est-à-dire qu'en fait, avec une même méthode, on se retrouve avec des jeux qui se ressemblent un peu tous ou qui ont des... Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire ? Alors ça, je pense que c'est vrai. Faut être très honnête, je pense que cette méthode-là, déjà, ne permet de produire que des jeux dont un noyau dur est suffisant pour produire des parties à peu près OK. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir des jeux dans lesquels les parties élémentaires du jeu ne sont pas très intéressantes, mais c'est l'association de l'ensemble des éléments du jeu dans sa globalité qui produisent une dynamique qui, elle, est très intéressante. Voilà. En fait, on ne peut pas faire ce genre de jeu-là, ou non, on ne peut pas faire ce genre de jeu-là avec cette méthode. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, c'est clair. Voilà, d'accord, ok. Donc tu admets aussi que ta méthode puisse en un sens être valable pour certains types de jeux, mais pas pour l'intégralité des jeux. Ça déjà, c'est très modeste et très bien. Non, c'est clair. D'ailleurs, c'est une méthode, c'est une possibilité quoi. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on entend dans toutes les. Oui, bah oui, parce que c'est. Ouais. Et c'est vrai que je pense aussi que ça produit des jeux plutôt. Tu vois, c'est pas le genre de méthode qui permettra de produire sens. Je pense pas, non. Tu vois. Parce que justement, c'est une des conditions prérequis que l'auteur de Sens, il a mis des années dans son grenier à le créer. Et en fait, c'est ce qui crée aussi l'espèce de sacré autour, quoi. Il y a un mec complètement fou dont on dit qu'il a sacrifié une femme. Ce dont on discutait il y a quelques semaines dans le podcast sur... comment il s'appelait ce podcast sur les théories sur Sens, je sais plus. Okay. On parlait de l'interprétation, tu sais, l'herméneutique sur Sens. D'accord, ok. Ça me dit rien, là, vu comme ça, mais il faut dire que... des podcasts qui remontent. Ok. Donc là, j'ai fait à peu près le tour de l'idée générale. Ouais. Donc après, il y a des petits éléments à éventuellement préciser. Par exemple... donc on parle de Pico Games, mais en fait, des versions brouillon que tu as fait en peu de temps, ça fonctionne aussi. D'accord. Pourquoi est-ce que je parle autant de jeux sous leur forme minimaliste ? C'est qu'en fait, derrière, j'ai une idée qui est un truc en plus de l'idée du crash test. Donc le crash test fonctionne complètement avec des projets de jeux minimalistes, quoi. Ouais. C'est pas nécessairement des jeux tout petits. Le principe en plus là que j'évoque, c'est celui d'un gameplay qui serait élémentaire au jeu. Vraiment, qu'est-ce qui se passe à l'échelle très très locale pendant la partie. Donc là, on a cité le crime parfait. Le gameplay élémentaire, c'est les joueurs réfléchissent aux questions qu'ils vont poser, posent ces questions. Le meneur de jeu interprète ces questions et produit une réponse. Et les joueurs interprètent la réponse pour essayer de créer du sens en fonction des réponses qu'ils ont eues et créer comme ça une image cohérente de la scène du crime. Et ça d'ailleurs, il me semble que tu m'as dit que c'était un truc que tu reprenais de l'OSR, non ? De certaines pratiques d'OSR ? Le crime parfait, c'est très, très cousin de l'OSR, sauf qu'il y a comment ?
Oui, c'est très proche de l'OSR. Oui, j'y avais pas pensé, tu vois. Mais c'est vrai que c'est très proche. Tu m'avais décrit que. Moi, j'ai pas d'expérience en OSR, mais tu m'avais décrit des parties dans lesquelles les gens entrent dans une pièce et si tu poses les bonnes questions. Enfin, si tu poses des questions intelligentes au MJ, tu t'évites de marcher dans les pièges, tu t'évites des morts absurdes, tu t'évites. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un gameplay qui est très proche, si ce n'est le même. Mais en tout cas, c'est ça que j'ai testé. Voilà. Je sais pas, faudrait que je regarde. Ouais, effectivement, ça me semble très proche. T'as raison. Je vois pas en fait la différence là a priori. J'ai pas la même sensation en jeu, c'est pour ça que je pense que du côté du meneur, c'est pas exactement le même gameplay. Okay. Je pense que, ouais, parce que j'ai l'impression que dans ton cas, tu te laisses aussi une part de liberté. Ah oui, tu inventes. Dans le OSR, c'est pareil. Il y a aussi un peu de ça. Ouais. Enfin bref, quoi qu'il en soit, l'idée c'est de tester ce truc-là, cette brique élémentaire, la brique élémentaire du gameplay. J'aime beaucoup le mot brique. T'aimes bien Clips, t'aimes bien brique. Ouais. Les Lego en fait. Les Lego. Ouais. Je vois le game design comme des Lego. Ouais, je vois ça. Et l'idée c'est de regarder. Ouais. L'idée, c'est de tester les briques les plus petites, d'abord. Voilà, c'est ça, en fait, si je peux résumer. Donc, on teste cet élément-là, ce que j'appelle le gameplay le plus élémentaire, en fait. Et on voit si c'est cool, si c'est intéressant, si c'est fun. Et éventuellement, on élabore autour de ça. On peut éventuellement produire plusieurs Pico Games pour tester différents gameplays élémentaires, éventuellement les associer ensemble et créer des dynamiques plus ou moins intéressantes. C'est à voir. Et donc, pourquoi des Pico Games ? Parce que justement, ça permet de clarifier au maximum ce qu'est le gameplay élémentaire du jeu, pour voir si on veut vraiment, pour voir si quand on applique ce qui est au cœur du jeu, c'est fun. Parce qu'il peut se passer un problème en game design, c'est que le cœur du jeu est pas très fun, mais en fait, on a rajouté tout un tas d'éléments autour qui font que l'expérience est à peu près OK. Notamment des dynamiques de récompense, d'investissement à long terme, etc., qui peuvent pallier ou camoufler un peu l'ennui relatif qu'il peut y avoir dans les actions répétées constantes de la boucle de gameplay principale. Ouais, tout à fait. Donc ça c'est très vrai dans les projets pour lesquels on va travailler pendant 3 mois. On va tester le jeu et peut-être que le gameplay de base est pas ouf, mais vu qu'il y a tout un décorum autour du gameplay élémentaire, eh bien, le jeu fonctionne quand même à peu près parce qu'il y a là une petite incitation esthétique, là une petite incitation, une mécanique un peu sympa. Et à la fin de la partie, on va dire ouais, c'était pas top, mais bon, on est attaché au projet et en fait, on ne voit pas que le gameplay de base est vraiment pas très intéressant. D'où cette idée de revenir à l'essence du jeu la plus élémentaire. Donc c'est assez radical, hein, ça par contre, comme procédure. Mais c'est quelque chose qui, je pense, peut être assez intéressante. Mais à nouveau, tu dis bien que c'est une manière de faire les choses. Ah oui. Alors, voilà, je différencie bien le crash test, faire un produit minimal viable, pas forcément Pico Game d'ailleurs, un produit assez petit, enfin qui prend pas beaucoup de temps à créer, et construire un Pico Game. C'est deux choses que je différencie. Le Pico Game serait vraiment la face la plus radicale finalement de ce processus, quoi. Donc ça, c'était voilà, pour différencier les deux. Qu'est-ce que tu voulais ajouter, Fabien ? Excuse-moi, parce que je voulais dire je suis tellement concentré sur ce que je voulais dire ça, mais d'une autre manière. D'accord, ok. Ouais, c'est tout à fait. Je voulais dire que Valentin dit bien qu'on peut créer des jeux d'autres manières, quoi. On n'est pas obligé de. Ouais, c'est du garage. Hein. Il y a des outils. Je propose plusieurs outils. Les gens prennent pas, expérimentent, etc. C'est intéressant aussi de connaître les limites de son modèle. Moi, je trouve que c'est. Par exemple, tu vois, avec le Maelstrom. Quand Fabien arrive, débarque après les tests de Vademecum, il me dit bah tu vois, en même temps Vademecum il illustre les limites de ton modèle, les voilà, c'est cool parce que tu as vraiment une sensation d'accomplissement quand on te présente les limites de ton modèle. Ah ouais, ça fait bien ça, mais il reste ça à enquêter. Et je trouve que c'est cool parce que là tu dis pas j'ai inventé la méthode révolutionnaire comme moi quand j'arrive avec le Maelstrom en mode les gars j'ai fini le jeu de rôle, tu vois. En fait, au moins t'es plus modeste, t'arrives, tu dis bah non moi je sais, je connais aussi les limites. Et ça, non, moi c'est clair, il y a des limites. En fait, je préfère juste simplement dire voilà comment moi je fais et je trouve ça cool personnellement. J'essaie d'expliquer pourquoi je trouve ça cool. Et puis ça donne lieu à des jeux que tu trouves cool. Voilà, ça donne lieu à des jeux que je trouve cool. Il y a des en fait, et ça aussi un truc qui est assez étonnant, c'est que ça donne lieu à des jeux, à plein de jeux cool. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont des embryons et qui resteront des embryons tout le temps parce que y a un problème au cœur de la mécanique, parce qu'ils sont tout simplement pas testés et qu'on a peur de tester. Ça c'est aussi un autre effet que j'ai remarqué chez quelques game designers. C'est j'ai un projet titanesque, ça fait 2 ans que je le rédige
Et moi je dis tout de suite, ah bah super, 2 ans, bah on va tester, ça va être génial. Et le game designer dit, ouais mais non, tu comprends, je suis pas sûr, je suis pas prêt, je suis pas... Ça, c'est une maladie que je connais bien. Hein. Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Tiens, Vivien est revenu. Je risque de dire beaucoup de conneries du coup parce que j'ai dû m'absenter pour coucher ma fille, mais je me demande, on en avait parlé tout à l'heure, et c'est la question que ça soulève en fait, c'est est-ce qu'on peut vraiment isoler finalement des composantes de jeux de rôle comme des boucles de game design, ou est-ce que le jeu de rôle, alors j'arrive pas à savoir si le jeu de rôle est par essence un petit peu informe. Est-ce que c'est pas ça sa qualité, ou est-ce que c'est au contraire une espèce de vieux sac qu'on traîne des débuts du jeu de rôle et auquel on s'attache parce que voilà, il y a une espèce d'affection et que du coup beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à passer, on va dire, une espèce de modernité telle que le jeu vidéo par exemple l'aurait fait, ou peut-être l'a fait dès le départ en fait finalement. Je me rends pas compte comment il codait le jeu vidéo. Tu veux dire dans le game design ? Ouais, parce que quand de ce que je me souviens de le Pico Game, c'est quelque part isoler une forme de boucle de gameplay et voir si elle fonctionne et si elle est intéressante en soi. Ouais, c'est ça, exactement. Et beaucoup de jeux, j'ai le sentiment en fait, ou quasiment une grande majorité des jeux de rôle, notamment traditionnels, si tu isoles une mécanique, en fait, c'est pas intéressant en soi. C'est un ensemble de choses qui fait que la bouillabaisse donne. C'est intéressant. C'est là où il faut que j'en arrive peut-être à un troisième élément. Qui est lié au Pico Games, mais pas forcément au crash test, c'est détailler ce que j'entends par gameplay élémentaire. Le gameplay élémentaire, c'est pas la mécanique de résolution dans un jeu de rôle traditionnel. Du coup, ce qu'il faut, c'est arriver à bien comprendre ce qu'est le gameplay élémentaire d'un jeu. Le gameplay élémentaire, c'est ce que font les joueurs vraiment le plus souvent, quoi. Presque en constamment. En continu. Ouais. Que font les joueurs de jeux de rôle traditionnels en continu ? Vraiment en continu. Et c'est ça que j'appelle le gameplay élémentaire. Et en fait, c'est très difficile de répondre à cette question, notamment pour le jeu de rôle traditionnel, puisque en fait, c'est très variable pour le jeu de rôle traditionnel. Pardon. Et ça renvoie, tu disais, aussi beaucoup à des règles de conversation, en fait. Parce que là, on commence à entrer dans des questions sur le fat model. Alors, je ne sais pas si on va se lancer dans ce fat model. On ne se lancera pas dessus aujourd'hui. Mais je peux expliquer simplement comment ça s'applique dans ce cas-là, je pense assez simplement. Par exemple, quand on regarde ce qui se passe dans un jeu de rôle, dans une partie de jeu de rôle classique, il peut y avoir des cas où ce qui se passe, ce sont des joueurs qui sont autour de la table et qui font des blagues, qui font des discussions méta, qui parlent de la fiction. Et puis, à un moment donné, il y a un joueur qui dit en fait, je vous propose d'aller à l'auberge. Les autres qui font ouais mais non. Attention à ton micro, Valentin. Ouais mais non. Attends, d'abord il faut qu'on aille voir. Donc il y a une négociation entre les joueurs. Donc en fait, ce qui se passe vraiment en continu, c'est une négociation entre les joueurs. Puis après, il y a un des joueurs, une fois que le consensus est arrivé, qui va dire bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord passer voir le forgeron. Un des joueurs qui a pris le lead et qui s'adresse au meneur de jeu. Le meneur de jeu fait d'accord, et donc là, il décrit ce qui se passe. Il dit donc là, vous arrivez devant une grande bâtisse avec des armoiries, du seigneur, machin. Qu'est-ce que vous faites ? Après le qu'est-ce que vous faites, on revient à un module dans lequel les joueurs disent négocient entre eux, où ils disent est-ce qu'on entre tout de suite, est-ce qu'il y en a qu'un qui entre, oui mais attends on est recherché par la police donc peut-être que ce serait mieux si on se déguise, etc. Donc là il y a une négociation qui reprend. Il peut y avoir des sous-modules qui sont des blagues méta au sujet de la description du meneur de jeu, assez souvent. Il y a les sous-modules blagues de Camelot. Ouais, il y a les sous-modules blagues de Camelot. Donc en fait, quand on regarde ce qui se passe dans une partie de jeu de rôle classique, c'est ça que j'appelle le gameplay élémentaire. Et c'est pas du tout le système de résolution, c'est pas du tout le scénario du meneur, c'est pas tout ça quoi. Est-ce que ça du coup c'est, enfin tu vois, est-ce que ça paraît isolable, expérimentable, etc. Ou est-ce que finalement c'est le côté finalement infini et libre du jeu de rôle lui fait pas échapper finalement à toute forme d'expérimentation, au moins à ce niveau-là, en tout cas, pas au niveau effectivement d'autres mécaniques. Mais... En fait, ce que je pense, c'est que c'est possible de faire des parties sympas, ok, cool, avec des mécaniques comme ça qui sont isolées. Ou en tout cas, d'éliminer les parties pour lesquelles ce truc qu'on fait en continu est vraiment pas top, quoi. Vraiment très très vite, on en voit les limites. Il y a un exemple comme ça pour les jeux à responsabilité partagée, dans lesquels très vite on est à court d'imagination, où on a vraiment du mal sous certains dispositifs en fait, et on peut éliminer ces dispositifs assez vite. Par exemple, quand un seul joueur doit improviser énormément, peut-être qu'on a besoin comme ça de passer à un autre système. Donc est-ce que finalement on a besoin
en jeu de rôle par essence d'un cadre plus vaste avec des règles qu'on ne peut pas isoler comme ça. En fait, c'est un peu le pari que je fais quand je propose ce genre de méthode. J'ai, comment dire, enfin, c'est pas le pari, mais c'est comme on en discutait tout à l'heure, les limites de ce genre de méthode-là. C'est-à-dire que ce que ça va produire comme jeu, c'est des jeux dans lesquels, effectivement, les éléments isolés sont cool en eux-mêmes. Mais en fait, le jeu de rôle classique, l'élément isolé, il est cool en lui-même. Je veux dire, ça nous arrive tout le temps. Par exemple, je pourrais vous dire, bon bah là, vous êtes devant un immense manoir, il pleut, c'est nuit noire, vous avez tous un sac à dos pour aller looter du trésor. Qu'est-ce que vous faites ? Je check pour des pièges. Voilà. Alors bon, on pourrait continuer. Vous avez tous fait cette expérience. Une référence à Benoît Poulvord. Ah, check pour les pièges. Et en fait, ce truc-là, c'est cool en fait de faire ça. Ouais. En fait, le gameplay élémentaire du jeu de rôle, il est cool. Et après, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'il produit par ailleurs et comment est-ce qu'on peut développer ça différemment. Donc le gameplay du jeu de rôle classique, on le connaît, on sait ce qu'il produit. Il produit certaines choses, il y a certaines choses qu'il ne produit pas. Il a tendance à faire converger les parties vers un certain type d'expérience très stéréotypée. Et quand on veut changer de mode de jeu, on a tout intérêt à tester le truc qui est au cœur, quoi. Donc c'est ça que je propose, en fait, que j'essaie d'expérimenter dans mon coin. Et que je trouve cool, parce qu'en plus ça permet de tester des systèmes de jeu qui sont très expérimentaux, qui vont repousser les limites du jeu de rôle assez radicalement, quoi. Voilà. D'accord. Intéressant. Du coup, je me pose une question. Comme j'ai pas lu beaucoup de Pico Games et que j'ai juste joué à un pour lequel ça correspond pas, donc justement, est-ce qu'il y a beaucoup de Pico Games qui, un peu comme on voit dans les jeux, les nano games, partent du principe que le système de départ du jeu de rôle en fait est acquis et ensuite ajoutent une couche là-dessus, ou est-ce que beaucoup partent sur des directions complètement différentes ? Alors, dans ceux qui ont été produits par les courants alternatifs, je crois qu'il y en a très très peu qui partent du principe que la structure classique est connue et puis on y va, quoi. C'est déjà tellement un progrès. Ouais, carrément. Hein, Fabien. De dire, le pluralisme dans les pratiques, quoi. Ouais, de dire qu'il n'y a pas un type de pratique. Ça, moi, je suis désolé, hein, mais moi, quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle, c'était juste inimaginable. On peut le voir aussi comme l'abandon de culture maintes fois testée et pétrie. Alors, ça, je suis pas totalement d'accord, parce que quand tu regardes vraiment des parties de jeux de rôle enregistrées, de jeux de rôle classiques, j'entends, en fait, il y a plein de manières de faire du jeu de rôle classique différentes, et ce sont des règles qui sont toutes non dites. Il y a plein, il y a des cultures de jeu très différentes. Cette conception-là, on ne l'avait pas, Valentin. De quoi, non ? Enfin, rien que cette idée-là que c'était des parties différentes, on ne l'avait pas, Valentin. La plupart du temps, on regardait la manière dont quelqu'un me jetait, on constatait qu'il me jetait différemment de nous, et on disait « c'est un mauvais MJ, il fait pas comme moi ». Point barre. On n'avait même pas ce recul de se dire « ah non, mais en fait, il y a plusieurs jeux de rôle classiques, là, vous en voyez qu'un seul, mais il y en a plusieurs ». Non, mais tu rigoles ou quoi ? C'est déjà une réflexion vachement poussée, Valentin. Mais Bah, à l'heure actuelle, t'es né on s'en en rend bien quelle année ? On peut faire mon vieux con. C'est ça. Je n'ai pas 30 ans. Ouais. Mais c'est cool. Moi, je trouve Donc, ça... du coup, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a des Pico Games, Vivien, est-ce qu'il y a des Pico Games alors des Pico Games dans le sens où je l'entends moi, qui se baseraient sur les connaissances qu'on a? Je trouve que ce serait un non-sens, puisque justement l'objectif c'est de questionner des structures qui sont souvent implicites. Des structures dans lesquelles, tu vois, je faisais la réflexion tout à l'heure à d'autres, où je disais, il y a au moins, enfin il y a plein de formes de jeux de rôle traditionnels. Il y a les jeux de rôle traditionnels dans lesquels on dit qu'est-ce que vous faites, et il y a des jeux de rôle traditionnels dans lesquels on dit Vivien, que fait ton personnage. Et en fait ça change beaucoup de choses. Dans la structure dans laquelle le meneur de jeu dit qu'est-ce que vous faites, ça produit un sous-module, comme je dis, dans lequel va y avoir un brainstorm entre les joueurs, une discussion on pourrait aller ici, etc. Ça produit ça en fait en termes de gameplay. Dans les parties dans lesquelles je dis Vivien, qu'est-ce que tu fais ? Là, toi, tu vas pas brainstormer directement avec les autres joueurs, tu vas prendre la responsabilité de tes actes. Puis je vais dire Antoine, qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Et en fait, ces deux formes de jeux de rôle traditionnels sont très différentes dans leurs effets et dans ce qu'elles produisent en termes de gameplay. Mais ce sont des choses qui sont invisibles parfois quand on lit un livre de base, ce qui est normal. Je suis pas en train de, puisque le livre de base se fonde aussi sur le livre de base d'un jeu de rôle classique, se fonde aussi sur le côté polymorphe des pratiques
rôliste. Donc en fait, il ne dit pas quel est ce système, ce qui permet en fait de s'investir dedans avec les pratiques avec lesquelles on est à l'aise, etc. etc. Oui, c'est ça, c'est la différence entre un outil et une pratique quelque part. Ouais, c'est que si, à partir du moment où on l'inscrit dans une règle, ça devient un outil. Et si on laisse la personne libre de s'emparer d'autres choses, ça reste, c'est une pratique, quoi. Donc tel MJ aura tendance à du coup dire Valentin, qu'est-ce que tu fais, et tel autre aura tendance à dire qu'est-ce que vous faites, quoi. Mon message, c'est simplement de dire, ok, il y a des dispositifs, je crois qu'il y a des dispositifs très différents, là où on voit des règles apparemment identiques. Donc ce que j'invite les créateurs de jeux à faire, c'est simplement de regarder ce qui se passe dans leur partie, en détail, dans le sens, qu'est-ce qui se passe en continu, comme disait Fabien. Voilà, qu'est-ce que les joueurs font en continu. Qu'est-ce que les joueurs font en continu. Qu'est-ce que les joueurs font en continu, là, tout de suite. Et est-ce que c'est intéressant ? Et est-ce que c'est cool ? Ou plus exactement, en quoi c'est intéressant ? En quoi c'est intéressant, voilà. Est-ce que ça correspond à un objectif est-ce que ce que ça produit m'intéresse, voilà, c'est Juste une limite là-dessus, par contre, je suis pas sûr Bien. que le meneur de jeu soit le mieux placé pour juger si c'est intéressant ce que les joueurs font. Ça, c'est le problème. Alors, c'est pas en regardant que des gens qu'on c'est peut pour ça, savoir. ouais. On a des doutes, parce que si on a l'air de Ouais. sourire, c'est que ça doit être a Quand priori. tu penses à des choses comme le Maelstrom, justement. Ah bah attends, moi j'ai vu des joueurs oui, faire ou la juste gueule le fait pendant toutes les que parties. je suis pas à la place du joueur et que oui, il y a Moi des j'ai fois vu où ça a l'air clair. tu vois les gens qui font la gueule pendant toute la partie, puis non, justement, Ouais, ouais, à la je fin vois tu ce que leur tu veux demandes et puis ils disent ah non mais on était à bloc là, on s'est éclaté et tout. Ouais, Puis toi, ouais. t'es là, bah, putain, Ouais. Alors, c'est pour ça que je parle on pas, s'est éclaté. Dans ce podcast, je ne parle pas du tout de l'aspect retour d'expérience. Feedback. Ouais, Je pense qu'il y a beaucoup de ressources en fait qui existent déjà sur Internet. Je vous ai envoyé, je parlais des articles de Frédéric Sintès et de Jérôme Larrey au sujet du test. En fait, il faut coupler le crash test à une méthodologie du test. Et ça, c'est des choses qu'on peut trouver assez facilement. Encore une fois, je mettrai les références. Avec, par exemple, ne pas parler de game design pendant le jeu, ni avant. Demander aux joueurs leur ressenti après la partie, se fonder sur le ressenti des joueurs et pas sur leurs idées de game design. C'est-à-dire qu'en fait, Fabien pourrait me dire oh là là, c'était super, par contre, il faut changer ça. Ce que Fabien ne ferait jamais. Mais si jamais Fabien me dit c'est super, j'ai adoré pour telle et telle raison, mais il faut changer ça, il faut bien faire la part des choses entre le ressenti de Fabien par rapport à la partie et ce qu'il me propose de changer dans mon jeu en termes de game design. Il faut bien différencier les deux. Parce que c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est des exemples d'éléments importants en méthodologie du test. Quoi d'autre de très important ? Je sais pas si j'oublie autre chose. Oui, si, prendre les retours négatifs et les retours positifs. Donc, il faut vraiment demander des retours négatifs et demander des retours positifs pour à la fois, en termes de ressenti, pas en termes. Alors, c'est ça en fait le plus important. Hein, c'est bien qu'est-ce qui vous a. Quel moment dans la partie vous avez trouvé nul, quel moment vous avez trouvé vraiment sympa, et pas pourquoi en fait. Le pourquoi, c'est une autre question. Et du coup, quelle est votre analyse en termes de game design ? Et ça, les joueurs peuvent très bien te dire qu'ils ont adoré une partie. Par contre, c'est plus difficile de dire pourquoi ils ont adoré en fait. Quel est l'élément pourquoi en termes de game design. Après, c'est aussi très bon à prendre. Il y a des idées qui fusent. Enfin, c'est très bon. C'est excellent à prendre. Les idées de testeurs à l'issue d'un test, comme ça peut tomber complètement à côté, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour expliciter aussi comment avoir des tests, des crash tests efficaces aussi. Voilà. Bah en tout cas, merci Valentin de nous avoir présenté cette méthode. Je suppose que tu as fini parce que tu as. Je regarde mes notes. Il me semble que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais. Je sais pas si vous avez des questions ou des remarques encore au sujet de tout ce qu'on a dit. Moi, j'ai fait toutes mes remarques en cours de podcast, mais merci. Fabien. Moi, je connais Valentin de près, tu vois. Mais si tu as des remarques à faire pour nos auditeurs que tu aurais déjà exprimées. Non. Antoine, même question. Est-ce que tu as des remarques éventuellement, des questions à poser à Valentin ? Non, là pour le coup, avec tout, comme on en a déjà discuté quand on a testé justement Un Crime Parfait et autres auparavant, donc moi ça me parle toujours autant. Et... Je pense qu'on présentera à nouveau tout ce que Valentin a pu m'apporter au cours des tests de tes prochains jeux. Voilà, quand je présenterai Jardin des Esprits et quand on présentera Minuit pour toujours. Très bien. Très bien. Je voudrais finir par citer. C'est du solide, hein. Le Valentin, il est costaud, il est solide. Hein. Je voudrais finir par citer Félix avec plusieurs jeux qu'il a fait. Yes. Simon Lee aussi. Yes. Et en général, beaucoup de membres des courants alternatifs avec lesquels en fait tu discutes beaucoup et en fait je m'approprie ces réflexions.
alors que c'est des réflexions collectives dans la grande majorité. Tout est comme ça. Bien sûr, mais je voulais en profiter pour les citer. Pour les remercier. Tout à fait. Eh ben, c'est très impressionnant tout ça. Merci Valentin d'être venu nous présenter cette méthode qui, je suis sûr, séduira quelques-uns, plusieurs même de nos auditeurs. Toi, tu as essayé, apparemment, c'est approuvé. Fabien, merci Valentin. On aura l'occasion de tester avec toi, Fabien, les jeux justement. Et oser crash tester. Allez-y, quoi. Allez-y. Et c'est valable aussi. Moi, je trouve que ce conseil-là, il est valable aussi pour les théoriciens en herbe que vous êtes. Vous avez tous des théories. Osez les mettre sur Internet, osez faire des articles. N'ayez pas peur d'avoir tort. C'est pas grave. Voilà. Confrontez-vous, exactement. C'est pas grave d'avoir tort. Ce qui compte, c'est de savoir se remettre en question et de continuer à progresser, à travailler. C'est ça qui compte. Dire des conneries, je veux dire, on en dit tout, c'est vraiment pas important. C'est le fond de commerce de la cellule. C'est clair, j'osais à peine le dire. Très bientôt. Merci Fabien, merci Antoine, merci Vivien, merci Valentin. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien. Et surtout jouez bien, salut.